la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en public, toujours, vous l'entendez, au Théâtre L'Européen à Paris. Merci pour cet accueil incroyable. Merci les amis. Nous sommes... Nous sommes le dimanche. Il y a une émission... pour Retailleau. Voilà, ça a calmé tout le monde. On est le dimanche 12 janvier 2025, à la fin d'une semaine qui a commencé, je vous le rappelle, avec un décès. Non. Une perte, une disparition. Est-ce qu'on peut se réjouir ? Non. En tout cas, paix à son âme. À son âme, pardon. Je parle évidemment du chien de ma grande-tante qui nous a quittés cette semaine. Un berger allemand, borgne, très agressif. Surtout avec les autres races. Un berger allemand qui a vécu longtemps. Trop longtemps, diront ses voisins qui sont des Algériens, des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, etc. Un berger allemand qui a malheureusement eu le temps de se reproduire. Donc méfiez-vous si vous en croisez sur votre route. Parfois, ils se font passer pour des caniches. D'ailleurs, méfiez-vous des caniches aussi, il y en a parfois qui se font passer pour des éditorialistes. Voilà, ça c'était mes conseils. Ceci étant dit, hommage étant rendu, il est l'heure de vous présenter mes camarades qui m'accompagnent aujourd'hui comme toutes les semaines. Juliette Arnaud, mesdames et messieurs. Et bonsoir. Juliette Arnaud qui a des dons. Tu as des dons d'anticipation, puisque la semaine dernière, tu te demandais s'il était moralement possible de se réjouir de la mort de quelqu'un. Donc... Je me demandais, est-ce que c'est bien de cracher sur une tombe ? Voilà, une belle prophétie. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Juju ? Je vais pas le dire maintenant parce que... Ah, tu laisses du suspense et tout ? Bien sûr. Allez, ok, d'accord. Bon, restez avec nous, du coup. Émeric Lomprey, là aussi, il avait prévu de rester, de toute façon. Une belle âme. Une belle âme de visionnaire aussi, Émeric, puisque la semaine dernière, tu as fait une chronique où il n'y avait absolument aucun fond. Oui. C'était impressionnant. Et puis après, j'ai lu une interview de Bayrou, pareil, incroyable, en visionnaire. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? J'ai pas encore écrit. Ok, impeccable. Et Pierre-Emmanuel Barré est avec nous également. Bonsoir. Visionnaire aussi. Visionnaire parce que tu avais prévu que la FNSEA allait dire de la merde. Et paf, elle a dit de la merde. Mais en même temps, c'était un petit peu prévisible. Quel est ton sujet de chronique aujourd'hui ? Je ne le dis pas. Je laisse le suspense. Parce qu'il n'a pas écrit non plus. Ça va être une belle émission, je sens. Et nous rejoindrons pendant celle-ci l'émission Guédré, Thomas VDB et Marie Trébert. Allez, c'est parti. De l'actu aussi chaude que Kenji Girac au Salon du Western, c'est la revue de presse. Oui, et c'est moi qui commence. J'ai une info. On n'a dit pas le physique. Gérard Larcher a commandé un nouveau fauteuil à 40 000 € pour présider les séances du Sénat. On a dit pas le physique. Ah, attendez, c'est pas le physique. Je suis sûr que ça va être le physique. Non, attends, tu vas voir. Tu vas voir. Je voulais dire, il doit être beau le fauteuil. Ça va être le physique. Non, c'est c'est con, on le verra jamais parce que Gérard, il s'assied pas sur un fauteuil, il s'assied autour du fauteuil. Et voilà, c'est le physique. Ouais, c'était le physique, j'ai menti. Moi j'ai une info. Nous en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des vieux. Gaël Monfils est devenu le vainqueur le plus âgé d'un tournoi ATP en remportant celui d'Auckland. Nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des vieux. Bon, alors vieux, c'est relatif. Bien sûr, Gaël Monfils, il a 38 ans, pas 64. Mais c'est bien la preuve que la pénibilité, c'est dans la tête, t'as dramier. Oh, c'est agressif, Juliette. Ça, c'est agressif. Non, tu me fais peur un peu en début d'année. Moi, j'ai une info, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a dit à propos de Mayotte, il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est un grand remplacement de la population. C'est Daniel Cohn-Bendit. Ah, vous êtes fort. Moi, j'aurais dit Bardella ou Jean-Marie Le Pen ou Mussolini. Mais non, c'est bien la figure de mai 68. Bordel, la révolution, c'était mieux avant quand même, je trouve. Moi j'ai une info, t'es Charlie ou t'es pas Charlie ? À Sud Radio, la Miss France n'a pas voulu se prononcer à la question du journaliste « Êtes-vous Charlie ?» T'es Charlie ou t'es pas Charlie ? Non, dites-le vraiment énervé quoi. T'es Charlie ou t'es pas Charlie ? Ouais, bien dit, ça a bien dit. Et Angélique, t'es Charlie ou t'es pas Charlie ? Angélique, c'est la France que tu représentes. La France, c'est Charlie, ok Angélique ? Wow. La France, c'est le Allez. saucisson, le bikini, c'est Charlie. Oh. Angélique, t'es Charlie, merde. C'est bon, on a compris. Alors merci. moi j'ai une info. Mais quel dommage. Le fisc va désormais pouvoir utiliser une intelligence artificielle qui fouille les réseaux sociaux pour trouver les fraudeurs. Mais non, mais quel dommage. Et oui, parce que j'ai regardé, Bernard Arnault n'a pas de compte TikTok.
En revanche, c'est une bonne nouvelle pour Emmerich, parce que quand ils vont regarder ses stories où il ramasse des mégots dans les poubelles, ils vont forcément lui rendre du pognon. Sympa. Moi, j'ai une info. Oh, bichette. Brigitte Macron a déclaré à propos de Macron, parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. Emmanuel, il mérite au moins le respect. Oh, bichette. Bah oui, parce que Emmanuel, c'est un homme comme les autres. Emmanuel, il a beaucoup de responsabilités, en fait. Emmanuel, parfois, il a besoin comme nous d'un gros câlin, des petits poutou poutou poutou, de la tendresse. Allez, je veux que tous ensemble dans la salle, on fasse des petits... Prenez-vous par les épaules, faites des petits poutou poutou, embrassez-vous, après, moi, je me branle. Non, Emmerich. Bon, non. Ah bah tiens, la transition est toute trouvée quand même. J'ai une information. Et allez, Stéphane Plaza a été jugé cette semaine pour violence à l'encontre de ses ex-compagnes. Et allez. L'abbé Pierre, Stéphane Plaza, Gérald Darmanin, les filles, méfiez-vous des gens qui veulent vous trouver un appart. Alors moi, pour finir, j'ai une info, encore un qui n'écoute pas la dernière. Bernard-Henri Lévy publie un nouvel essai qui s'appelle Nuit blanche, dans lequel il révèle souffrir depuis des décennies d'insomnie. Littéralement, il ne sait pas dormir. Encore un qui n'écoute pas la dernière. Bah oui, parce que s'il nous écoutait, BHL, il aurait entendu Pierre-Emmanuel Barré conseiller avec bienveillance et efficacité son fils qui a du mal à dormir. C'est pourtant pas compliqué, tu t'allonges et tu fermes les yeux et t'attends que ça vienne. Juliette, est-ce à dire que le fils de Pierre-Emmanuel a le même QI que BHL ? Joker. Voilà, c'est mieux. Merci pour ces informations. On va passer à la séquence peut-être la plus importante de ce début d'émission, parce que je l'ai confié à Emmerich, donc ouais. L'heure est grave. Alors, c'est vrai que ça lance l'émission. Ça lance bien l'émission. Emmerich, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine ? Un bœuf bourguignon. Ouais. C'est pas parce qu'on fait de l'info qu'on peut pas rire. Cette semaine, Guillaume, j'ai profité de mon temps libre pour aller sur le terrain. Comme tu le faisais à la grande époque de France Inter, où régnait le rire, l'opulence et les fontaines de chocolat dans les bureaux. J'ai donc mené ma petite enquête, comme Hugo Clément, mais avec du charisme. Alors... ma première enquête m'a mené dans le monde mystérieux de la Camargue et de son célèbre sel. Le sel, la star des cuisines et l'ennemi des docteurs. Sel, et c'est que le début. Et sel, le sel qui agrémente chacun de nos plats, tels que le bœuf carotte, l'aligot ou le yaourt. Mais... Non mais c'est vrai, le sel, tout le monde mange du sel ici. Levez la main ceux qui mangent du sel chez eux. Voilà. Levez la main ceux qui ont voté Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est peut-être plus important de parler du sel dans cette émission. Et peut-être moins de parler de Macron, afin d'élargir notre public, augmenter les audiences et battre ces gros tricheurs de France Inter. Hein, pas possible, ils trichent, c'est pas possible. Ils ont de plus en plus de gens. Ou alors la France devient de droite, mais... Non, ça m'étonnerait, ça. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans mon univers décalé. Nous sommes mercredi, il est 17h46 et me voilà arrivé à la gare d'Arles. Dernière grande ville avant l'aventure. Denis... J'ai l'impression qu'on perd des auditeurs. Ouais, non. Denis Guérande vient me chercher à la gare pour m'emmener vers notre premier point de chute, les salins d'Aigues-Mortes. Très vite, comme un plat trop salé, des questions me brûlent les lèvres. Alors au début, je voulais passer l'entretien en audio, mais pas moyen de retrouver mon dictaphone. Du coup, j'ai retranscrit les questions et les réponses à l'écrit. C'est parti. Dis-moi, ça commence. Dis-moi, Denis, combien de tonnes de sel sont produits par an dans le monde ? Je sais pas. On pourrait avoir l'information, Denis ? Je sais pas. Oh, attention. Oh là là, attention. Excuse-moi, j'ai freiné vite, mais devant, ça doit être femme qui conduit. Denis n'est pas quelqu'un de la ville. Alors, est-ce que le dérèglement climatique joue un rôle dans la production du sel de Camargue ? Pardon, c'était un gitan. Vous pouvez répéter la question ? Est-ce que le dérèglement climatique joue un rôle dans la production de sel de Camargue ? Je sais pas. À l'époque, le sel était-il, comme la doxa le prétend, un élément de conservation extraordinaire ? Je sais pas. Sel ou poivre ? Putain, si tu continues à me faire chier avec tes questions, je vais te foutre dans le cul ton dictaphone. Non, arrêtez. Tu vas voir, ça va rentrer tous, mon pote. Tous. Putain, je viens de retrouver mon dictaphone. Je vais aller faire caca et je vous fais écouter la suite de mon enquête. Non, Eric, reste avec nous. Ça se voit que tu essayes de te faire virer quand même. Ouais. Mais même moi, j'ai envie de le dénoncer à l'Arcom. Mais qu'est-ce que tu ferais d'autre, de toute façon ? Qu'est-ce que tu... Oh, bah, je peux faire plein de trucs, moi. Genre ? Je sais pas, tu me verrais dans quoi, toi ?
Allez, reste avec nous. Reste avec nous. C'est ça que c'est toujours un crève-cœur de te couper la parole, Émeric, mais je crois que je pourrais t'écouter des heures. Mes boules caisses sont vraiment super. Et hop, placement de produit. C'est maintenant, c'est quoi? C'est la pub. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Et il est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Il est docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po, spécialisé dans la rhétorique et l'analyse des discours, mais également égérie, bague et pendentif. Absolument. Clément Viktorovitch. Bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité, j'en suis enchanté. Ravis. Ça va, la présentation t'a plu? J'ai eu tout bon? Ouais, elle est sobre. Docteur en sciences politiques, tout ça, spécialiste des discours. Alors j'ai lu quand même qu'à la base, tu voulais être astrophysicien. Absolument, mais c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui a foiré rapidement? C'est les études. L'envie de baiser peut-être? Le talent. Les chiffres ont foiré quelque part dans le projet. Et donc t'es parti plutôt sur la rhétorique, les discours, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet de ta première thèse? Il y a un lien avec ce que vient de dire Émeric, justement. Alors, le sujet de mon mémoire de maîtrise d'histoire du haut Moyen-Âge occidental, c'est là qu'effectivement on sent qu'il y avait un petit problème. C'était sur le mariage et la sexualité des évêques à l'époque mérovingienne. Mais je l'ai lu, moi, 2 fois. Des révélations croustillantes. À la on dit pas à la fin, mais à la fin, il se manque. Non, Il n'est pas avec nous, hein, Clément. Donc la vérité, c'est que à cette époque-là, les évêques, ils se mariaient et ils avaient des descendances. Alors, allez, on veut vraiment rentrer dans le sujet parce que là, on est parti pour 1 heure et demie. Non, à base de oui ou non. À base de oui ou non. À base de oui ou non, oui, ils se mariaient et en théorie, une fois, enfin, ils étaient déjà mariés très souvent quand ils étaient ordonnés prêtres. Ouais. Et toute la difficulté, c'était qu'une fois ordonnés prêtres, on leur disait, tu peux rester marié, mais par contre, comme le problème, c'est la souillure de la sexualité, tu ne peux plus toucher ta femme. Ce qui, évidemment, on voit bien un problème pratique, quoi. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, tu restes marié, tu dors avec ta femme, mais pas touche. Bon, ça n'a pas marché, voilà. Ça ressemble quand même vachement au mariage. Ça n'est pas un échec. C'est le quotidien de beaucoup de couples mariés. Et là, la légende raconte que tu tombes sur L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer et Révélation. J'en fais peut-être un petit peu des caisses, ça s'est peut-être pas exactement passé comme ça. Mais quelle est l'importance pour toi de la lecture de ce livre de Schopenhauer? Sachant que c'est une question existentielle pour Guillaume qui a quand même la passion d'avoir toujours raison. Donc, alors, moi, c'est un autre problème, c'est qu'il se trouve que j'ai toujours raison. Voilà, et ça me pose des problèmes donc, dans la vie. vraiment, c'est important ce que tu vas répondre. Une sorte Clément. de principe. Non, mais effectivement, je tombe sur ce bouquin au titre aguicheur, évidemment, et je me rends compte à ce moment-là que la rhétorique définie comme l'art de convaincre, les techniques qui permettent d'emporter la conviction des interlocuteurs et des interlocutrices, je découvre que c'est en effet un ensemble de techniques qui s'apprend, se transmet, s'étudie. Et là, il y a quelque chose d'immédiatement de fascinant, parce qu'on a l'impression de tomber tout d'un coup sur un filon, un gisement qui mène au Graal, parce que c'est ce que l'on recherche toutes et tous, au final. Faire prévaloir nos idéaux, nos valeurs, notre opinion. Non. Sauf Juliette. Vraiment pas. On peut rappeler ce que c'est ce livre alors? Déjà, c'est un petit livre. C'est quelques techniques. C'est un petit bréviaire d'une quarantaine, je crois, 36 stratagèmes exactement, d'Arthur Schopenhauer, qui était un salopard. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est fâché avec... Non, mais il faut rappeler que le gars s'est fâché avec tout ce que son temps comptait de philosophes, de penseurs. Il était en guerre contre tout le monde. Et donc, il avait compilé pour lui-même, le livre est édité de manière posthume, il avait compilé un ensemble de 36 petits stratagèmes pour prévaloir lors d'un affrontement oratoire. Étant entendu, et c'est assez intéressant son présupposé, c'est de dire... De toute façon, on peut convaincre quelqu'un de quelque chose de faux et on peut échouer à convaincre en ayant raison, au sens où on est fondé sur des faits, on a les bons arguments. Donc, dit-il, puisque la discussion quotidienne ne permet pas de dégager la vérité, autant chercher du prestige, de la richesse, du pouvoir et la satisfaction d'avoir écrasé la personne en face. Donc, tout ce qu'il reste, c'est l'art d'avoir toujours raison. Et c'est un petit bouquin qu'il compile pour lui-même, qu'il appelle d'ailleurs initialement Traité de dialectique éristique. Évidemment, ça se serait beaucoup moins bien vendu. Édité donc par la suite sous le titre L'art d'avoir toujours raison. Et lisez-le avant de regarder un débat, parce que vraiment, vous pouvez retrouver toutes les techniques qui sont utilisées dans les débats, dans les médias. D'ailleurs, parce que je parlais de politique, tu as également été assistant parlementaire. Et je termine ma phrase, modem. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, parce que là, d'accord. Oui, ça change tout. Alors, regarde ce public de gauchias. Alors là, l'information, qu'est-ce qui s'est passé? L'information, mon cher Guillaume, est inexacte, évidemment. Exactement ce que dit quelqu'un du modèle. Ouais, exactement. Alors, on peut pas dire oui et non.
Elle manque terriblement de précision. Alors, Ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai été l'assistant d'Adrien Giraud, qui était à l'époque le sénateur de Mayotte. Donc il s'était inscrit au MoDem, sans doute sans trop savoir pourquoi. C'était au milieu, ça lui convenait bien. Mais avant toute chose, c'était un gars qui défendait son île. Et donc moi, c'est intéressant. J'ai travaillé sur la situation mahoraise il y a plus de 15 ans, en réalité. Il y a plus de 15 ans, au moment où Mayotte n'est pas encore département et où, aujourd'hui, c'est une ironie terrible et mordante que de le dire. À l'époque, les Mahoraises et les Mahorais étaient absolument convaincus que, devenus département, leur vie, leur situation s'améliorerait et que Mayotte accéderait à un niveau de vie qui rattraperait peu ou prou celui, à minima, des autres territoires d'outre-mer, voire Au moins de la du Pas-de-Calais, métropole. quoi. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il a lu Schopenhauer quand même, parce que la question c'était Théo Modèle et là on est sur Mayotte. C'est vrai ça. C'est vrai qu'il a commencé par dire ce que tu dis est faux pour dire exactement ce que j'avais dit. Pense aux Mahorais. Remarque que pendant 30 secondes, c'est passé crème. Personne n'a rien vu. On était en train de parler de Mayotte, ça marchait très bien. Donc c'est donc ça qu'on appelle la rhétorique. En quoi ça te passionne? À quel moment tu t'es dit je vais y consacrer ma vie quelque part, parce que tu travailles énormément là-dessus? Mais alors, avant d'arriver à la rhétorique, pourquoi est-ce que tu n'as pas embrassé une carrière politique à ce moment-là? Parce que je suppose que quand on choisit d'être assistant parlementaire, c'est aussi potentiellement pour devenir député, sénateur, est-ce que je sais? Moi, en fait, j'étais assistant parlementaire avant tout pour financer ma thèse, parce que je faisais partie de cette grande, hélas, cohorte de doctorants qui n'avaient pas de financement. Et donc, malgré que, tout en étant doctorant, il faut quand même réussir à payer un loyer. Donc moi, c'était avant tout pour financer ma thèse. Donc moi, je suis un chercheur à la base. Ce qui m'intéressait, c'était surtout d'étudier les processus, les techniques par lesquelles on peut s'interconvaincre, on peut échanger des arguments. Et puis derrière, moi, ce qui me passionnait et ce qui me passionne encore, et c'est la seule question qui m'anime, c'est celle de la démocratie. Est-il possible d'imaginer un système démocratique au sens fort du terme qui ne soit pas ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un monde peu ou prou où les citoyennes et les citoyens ont le droit, une fois de temps en temps, d'élire leur tyran. Et encore, quand, une fois élus, ils respectent le résultat des urnes. Bon, donc, la question qui me passionnait... Il a changé depuis le modem. Encore comme quoi. La question qui me passionnait, c'était ça, c'était de dire, est-il possible d'imaginer un autre système démocratique qui repose justement sur l'échange d'arguments, sur la participation des citoyennes et des citoyens, où la rhétorique au sens la capacité à chacune et chacun de défendre son point de vue. Justement, c'est pas en étant élu qu'on peut faire aboutir ce genre de raisonnement? Moi, l'endroit par lequel je suis rentré, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des choses à dire, j'ai décidé d'essayer de les étudier. Ce qui est peut-être audacieux et voire naïf comme posture, mais ça a été la mienne. Et derrière, c'est un long cheminement. C'est-à-dire que je sors de ma thèse en étant devenu, un peu sans m'en rendre compte, spécialiste de la rhétorique. J'avais passé mon temps pendant ma thèse à peu près tout lire, à commencer à l'enseigner à Sciences Po. Et en fait, c'est ce moment-là où je me rends compte que la rhétorique est une arme. C'est une arme de domination quand elle est possédée par un petit nombre qui en connaissent les secrets sur un grand nombre qui la subissent. Mais c'est aussi une arme d'émancipation si on la partage à toutes et tous. Si chacun et chacune possède la rhétorique, ça n'est plus l'outil qui permet aux politiciennes et politiciens d'écraser les citoyens. C'est au contraire l'arme qui permet aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer elles-mêmes et eux-mêmes. Et j'embrasse à ce moment-là ce combat, et c'est celui qui, pour moi, a dépassé tous les autres et qui rencontre mon aspiration démocratique. Moi, la petite pierre que j'ai choisi de poser à l'édifice, c'est de dire que pour aller vers un idéal démocratique, il faudra de toute façon que le pouvoir rhétorique soit partagé. C'est la mission, la croix que je me suis choisie. Mais est-ce que tu n'as pas peur de donner des clés, pardon Pierre-Emmanuel, mais est-ce que tu n'as pas peur de donner des clés à des gens qui luttent contre la démocratie en leur expliquant comment nous convaincre que la démocratie, c'est de la merde? Ça veut rien dire ta question. La mienne était mieux. En fait, celle de Pierre, elle était mieux. Ouais. Je suis vraiment le patron le moins respecté. c'est terrible. Quelle idée de faire une émission de gauche. C'était quoi, Pascal Pierre? Pro l'avait dit. Sel ou poivre? C'était mieux. Bonne question. Existentielle. Non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est pas est-ce que je n'ai pas peur de, c'est une certitude que je participe à donner des armes et des outils à des individus qui pensent le contraire de moi et qui peut-être embrassent, eux, des valeurs que je considère comme antidémocratiques. Mais c'est la seule chose possible. C'est-à-dire que l'autre solution, ce serait quoi? Ce serait de dire, d'accord, je vais enseigner la rhétorique, transmettre ce savoir, mais seulement à ceux qui en sont dignes. Mais en fait, cette formulation, elle est en soi aristocratique. Elle revient à l'idée que ça doit être un savoir ténébreux, partagé seulement par les illuminés. Et qui peut être digne de choisir
choisir qui en sont dignes. En tout cas, certainement pas moi. Donc, comme toujours, la seule solution avec l'éducation populaire, c'est de donner les armes à toutes et à tous et de compter ensuite sur ce qui est personnellement mon idéal régulateur, celui vers lequel j'aimerais tendre. C'est ce que le philosophe Jürgen Habermas appelle la force non violente du meilleur argument. J'ai la conviction que si chacun et chacune d'entre nous disposons du savoir rhétorique, alors nous allons pouvoir nous affronter, défendre nos points de vue, y compris ceux que je ne partage pas, sauf que moi j'ai la conviction et la confiance sur le fait que mes valeurs prévaleront par la force non violente du meilleur argument. Merci Clément, merci beaucoup. On reviendra à la question quand même tout à l'heure de Pierre-Emmanuel. Non, j'ai plus envie, c'est trop tard. Elle a l'air d'être vraiment super cette question. On parlera même de musique tout à l'heure avec toi Clément, mais pour l'instant on va en écouter. Juliette, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Eh bien on va écouter un gars qui est d'origine nigériane et qui vit à Londres, qui s'appelle Obong Jayar, avec son titre Just My Luck. C'est un morceau bien guiré mais qui nous rappelle que la vie n'est pas juste, vrai ou faux? Que la vie n'est pas juste? Oui. Ouais, plutôt vrai quand même. Ouais, quand même plutôt vrai. Qu'il faut faire avec, qu'il faut se cramponner à sa petite chanson, la voix passée. Moi, la mienne, bien évidemment, c'est toi, mon petit Guillaume chéri. C'était Obong Jayar avec Just My Luck. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, notre invité, le spécialiste de la rhétorique, Clément Viktorovitch. Et il nous a rejoint autour de la table. Celui qui tourne. Celui qui tourne dans plein de films en ce moment, c'est un petit peu notre Lorca l'ami à nous. C'est le fantastique Thomas VDB. Jean-Marie Le Pen, toi qui disais tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je voulais voir votre réaction. Vous êtes un peu prévisible. Bon. Alors cette semaine, c'était les 10 ans de la tuerie de Charlie Hebdo. 10 ans. Moi, j'ai un pote qui me disait « Putain, le coup de vieux !» Et j'ai trouvé bizarre que le premier truc qu'il en tienne, c'est le coup de vieux que ça lui avait donné. 10 ans sans Charb, 10 ans que Riss a repris les rênes de la rédaction de Charlie. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu une vidéo de Riss qui s'exprimait sur la blague de Guillaume l'année dernière. Dis donc, il ne t'aime pas. Hein. Oh, je sais pas si toi, t'es Charlie, mais alors lui, il n'est pas Guillaume, je peux te dire. En même temps, c'est vrai qu'après avoir traversé ce qu'il a traversé, ça doit être dur pour Riss de continuer à tenir Charlie Hebdo. C'est un peu comme si après la mort de Lennon, Harrison et McCartney, Ringo Starr, il disait « Allez, je continue les Beatles !» Est-ce que le projet n'est pas un peu outrecuidant, quand même? Mais tout ça a relancé le débat sur le droit au blasphème. Alors moi, j'avoue, j'ai de la chance, je considère ça comme une chance, c'est que quand je fais des blagues, j'ai pas souvent l'idée de blasphémer. C'est pas que je me l'interdis, c'est que j'ai pas de blagues qui me viennent sur le sujet. Parce qu'il y a des gens, on dirait le matin, ils se lèvent, ils se disent putain, moi j'ai une envie de blasphémer mon pote là. Ouais. Et c'est vrai que moi, mon humour, c'est plus des trucs genre ta gueule, les patates. C'est plus ce genre-là. Quitte à me mettre à dos toute la communauté des patates, hein. Les binges. Bon. Et c'est vrai que le blasphème, pour moi, le blasphème, c'est un peu comme le best jump. C'est-à-dire que je sais que j'ai le droit d'en faire, mais je sais aussi que c'est une activité où je peux mourir. Et tout de suite, j'ai moins envie d'en faire en général. Alors je sais ce que certains pensent, ils sont là, ouais, trop peur de se prendre un coup de Kalachnikov peut-être? Oui, j'avoue, oui. Parce que si cette histoire met une chose en exergue, c'est bien le caractère dissuasif de la Kalachnikov. C'est vrai que c'est dur de ne pas être rebuté par le côté fatwa des choses. La menace de mort prend le dessus sur l'effet comique. Qu'avec les bouddhistes, par exemple, c'est moins grave. Si je fais « Bouddha et gros lard !» Voilà, il y a moins de répercussions tout de suite. Puis c'est vrai que j'ai pas trop envie d'être sous protection policière, moi. Parce que déjà, j'ai pas trop envie d'être ciblé par des terroristes, mais en plus, j'ai pas envie d'être suivi par un policier toute la journée. Parce que je devrais passer mon temps à me cacher des terroristes et du policier. Et moi, dans ma rue, par exemple, j'ai un voisin qui est complètement taré, il y a un petit muret devant chez lui, et mon fils, il adore monter sur le petit muret. Mais le mec, il est hystérique, complètement taré, il gueule à chaque fois, et l'autre jour, il voit comme ça mon fils dessus, il dit « Si je le revois, je lui mets une branlée !» Et mon fils, il me dit « Mais j'ai le droit, c'est dans la rue !» Et je dis à mon fils, le mieux est de ne pas monter sur le muret. Je dis « Ça ne va pas changer ta vie de ne pas monter sur le muret, ou alors tu le fais, mais à tes risques et périls. » Et là, mon fils, il me dit « Papa, t'es pas Charlie. » Mais c'est vrai que la légende dit que quand les frères Kouachi, Stéphane et Ludovic, ils sont entrés dans la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, apparemment ils auraient regardé Charb en disant « C'est toi Charb !» Et apparemment Charb leur aurait fait un doigt d'honneur, parce que le gars il est vraiment au bout de ses convictions. Alors moi j'avoue, si j'avais été Charb et le gars il m'avait dit « C'est toi Charb ?» J'aurais montré Cabu, j'aurais dit « Non, c'est lui. » Bah, je suis désolé, moi j'ai pas fait ce métier pour être un héros, les gars. Sinon j'aurais fait pompier.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est là, ouais, je suis Charlie. Mais les gars, vous êtes ni caricaturiste, ni comique. Donc faites des blagues en public et après on en reparle. Parce que je savais pas, moi, en venant dans cette émission, en suivant Guillaume, que j'allais me faire traiter d'antisémite, par exemple. Alors que moi, en plus, non seulement je suis pas antisémite, j'ai remarqué, je suis même pas anti-sioniste, moi. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'après le génocide de la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, les Juifs, ils aient demandé à avoir leur propre pays. Pour moi, c'est complètement logique. Juste ce que je comprends pas, c'est pourquoi à l'époque, on leur a pas dit, bah bien sûr, on va vous donner l'Allemagne. Voilà, ça pour moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas que ça leur ait pas sauté aux yeux que qui casse paye. Voilà. En plus, bientôt à Berlin, on a prévu de faire un mur. Là, pourrait faire toutes les lamentations que vous voudrez contre le mur. Ouais, voilà, j'ai parlé des bouddhistes, des juifs et des arabes, et maintenant j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une blague sur les cathos, parce que les blagues sur les religions, c'est un peu comme tu cites une marque à la radio. Dès que t'en cites une, il faut tout de suite que t'en cites deux autres. Si tu dis Coca, faut dire Pepsi et Brescola. Donc là, on peut dire que dans ma chronique, Pepsi, c'était les juifs, Coca, c'était les bouddhistes, et Brescola, c'était les arabes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette chronique, c'est qu'on n'abuse pas des boissons sucrées, hein, évidemment. Alors mollo sur les petites limonades, les gros goulus. Allez, bonne journée. Merci Thomas VDB. Hashtag je suis VDB. Thomas qu'on peut retrouver au cinéma, partout, évidemment, sur les réseaux sociaux, en podcast. Et Thomas, tu as parlé de Kalachnikov. Il y a un lien avec la question que Juliette voulait poser à Clément Viktorovitch, qui est toujours avec nous. Oui, parce que tout à l'heure, tu nous expliquais les pouvoirs de la rhétorique et tu as employé 3 à 4 fois le mot arme. Et il me semble que tu aurais pu employer le mot remède ou moyen ou stratégie. Ou gaufre. Et que le mot arme, moi, ça me fait l'impression que oui, c'est un Smith & Wesson chargé. Je dis une autre marque de flingue ou pas? Il en faut 3. Kalachnikov, Sig Sauer. Non, oula, si. Oui. Abandonnons cette idée de citer Ouais. des c'est ça. Écoutons plutôt la réponse de Clément. De toute façon, les stylos, c'est l'arme. Voilà, abandonnons aussi. Abandonnons tout ce que dit J'ai Émeric même pas aussi. compris. Allons, droit au but. Mais j'ai pas de réponse bien meilleure que celle d'Émeric. En réalité... Ouais, mais là, Clément, tu nous aides pas du tout, Clément. Ouais. Et du coup, il y a Bic, il y a Reynolds. On va finir à 23h. Non, mais le mot arme dans cette phrase, il est évidemment utilisé comme métaphore, mais pas seulement une métaphore. C'est-à-dire que tout le monde voit bien qu'il y a une bataille culturelle qui est menée. Tout le monde voit bien que derrière les phrases, les mots, il y a des victimes, il y a des personnes qui sont blessées, des communautés qui le sont, il y a des incitations à la haine possibles, ou au contraire, une arme pour défendre d'autres valeurs, c'est celle du partage, de l'inclusion. On voit bien que derrière, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas simplement... La rhétorique, c'est aussi cela, mais pas simplement cela. Ça n'est pas simplement le fait de triompher quand on débat avec ses amis pour savoir si on va aller dîner une pizza ou plutôt que des sushis. Ça peut être aussi ça, la rhétorique. Mais fort heureusement, ça n'est pas que cela. C'est défendre les choses qui sont importantes pour nous. Et parfois, les choses qui sont importantes pour nous, on est capable de les défendre jusque loin. Et le langage en fait partie. Donc oui, je pense que c'est une arme au sens assez premier du terme. Mais quand on parle justement de... Émeric triomphe. Putain, je vais écrire un livre, je crois. Des mots, du langage et du sens qu'on y met. Quand t'entends, par exemple, la ministre de l'Intérieur dire que l'état de droit, finalement, on s'en fout, est-ce que les mots ont encore un sens? Alors, merci Guillaume de poser cette question. Je vous en prie, je suis là pour ça. On est effectivement rentré, et c'est ça que moi j'étudie en ce moment, ce à quoi j'ai consacré en l'occurrence un spectacle, une pièce de théâtre. C'est la question qui me passionne, c'est de remarquer que la communication politique a changé. Quelque chose a changé dans la communication politique lors de la dernière décennie. En France, on peut faire remonter cela à 2017, l'élection d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, on peut faire remonter ça à 2016, l'accession au pouvoir de Donald Trump. Ce qui a changé, c'est qu'on a quitté le terrain connu et familier de la langue de bois, où, au fond, la communication politique se contentait de dire de manière assouplie, bienséante, mielleuse, des réalités plus difficiles. C'était cela, la langue de bois. C'était dire ce qui est dans du coton de manière à le rendre plus acceptable. On n'en est plus là aujourd'hui. On a basculé dans l'ère de la post-vérité. Le monde dans lequel le langage politique peut se permettre de dire le contraire de ce qui était hier, où les valeurs les plus essentielles peuvent être contredites les yeux dans les yeux par des individus qui n'ont pas à en payer le prix. Mais alors, est-ce que la rhétorique, c'est efficace pour lutter contre ça? Parce que finalement, s'ils disent n'importe quoi,
si même si tu es un très bon rhéteur et que tu leur fais remarquer qu'ils disent n'importe quoi, est-ce que ça a une efficacité? En fait, c'est ça qui était... Et c'est là où, précisément, le combat change de coloration et où on n'en est plus simplement, désormais, à lutter pour transmettre le pouvoir et le savoir rhétorique. Ça en fait partie, évidemment, parce que plus notre œil et nos oreilles sont aiguisés et plus on arrive à lire entre les lignes du discours et de ses insuffisances. Mais on en est même maintenant à lutter pour simplement avoir une éthique du débat public. Simplement que les responsables politiques acceptent le réel. Et les exemples, en effet, sont légion. C'est-à-dire que d'où c'est parti? C'est parti d'un président de la République qui s'est permis pendant 7 ans de contredire le réel les yeux dans les yeux. Emmanuel Macron qui dit, en parlant de Gérard Depardieu, c'est un grand artiste, il rend fier la France et je n'aime pas beaucoup les chasses à l'homme. Bon, ça c'est une chose, mais là où ça devient dramatique, c'est 3 mois plus tard quand il dit, je n'ai jamais défendu, en parlant de Depardieu, je n'ai jamais défendu un agresseur face à ses victimes. Ah bon? Mais tout le monde le voit que c'est faux. Emmanuel... Oui, ça revient à ma question. Mais il s'en fout, en vrai. Absolument. Ouais. Emmanuel Macron, en 2019, on a oublié, mais il faut revenir là-dessus. En 2019, il dit devant des élus de l'outre-mer, en parlant du chlordécone, ce pesticide qui a fait des ravages dans les Antilles, il leur dit, je le cite de manière exacte, il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça agite les peurs et que c'est pas vrai. Fin de citation. Il se fait contredire immédiatement par tous les chercheurs spécialistes de la question. 3 jours plus tard, communiqué de presse officiel de l'Élysée, le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Mais tout le monde le voit que c'est faux. Bon, donc on est rentré dans le monde de la post-vérité, où le langage employé n'a plus d'importance, où on peut dire tout, le contraire de tout, sans avoir à en payer le prix. Ce que ça instaure, et tu as raison, chez les citoyennes et les citoyens, c'est une forme d'indifférence au vrai et au faux. C'est ce que dit la philosophe Myriane Revaud-Delaune. L'ère de la post-vérité, c'est pas l'ère du mensonge généralisé, c'est le moment où tout le monde s'en fout du vrai. Où au fond, on ne cherche plus à dire pour les responsables politiques et à croire pour nous ce qui est vrai, mais à dire et à croire ce qui nous plaît. Et ce moment-là, ça mène cette post-vérité, elle peut mener à une autre ère, celle de la post-démocratie. Et on le voit aujourd'hui, au moment où nous parlons, Donald Trump qui parle des immigrés haïtiens en disant « il mange des chats, il mange des chiens ». Tout le monde sait que c'est faux. C'est une fiction, c'est une fable, un récit. Il peut le dire néanmoins. Et à côté, quand il dit « vous allez voir, votez pour moi une fois, vous n'aurez plus jamais à voter par la suite ». Est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est la vérité? Quelque chose s'instaure, on ne sait pas, il est élu là-dessus. Et en France, on le voit avec Bruno Retailleau qui nous dit en effet, l'état de droit n'est pas un totem, on le précise, sortir de l'état de droit, ça veut dire revendiquer le droit pour la majorité d'opprimer les minorités. C'est littéralement cela. Ce qui ressemble quand même fort à une dictature. Ce qui ressemble quand même fort au fascisme. Je suis pas spécialiste. Non mais c'est un des traits caractéristiques du fascisme. On a aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui dit cela dans un grand média, là aussi sans avoir à en payer le prix, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il ne le pense pas, est-ce qu'il va aller au bout? Au fond, de toute façon, on sait bien qu'ils disent n'importe quoi. L'ère de la post-vérité, ce qu'elle remet en question, c'est la possibilité même d'avoir un débat démocratique. Et ça, je crois que c'est ce dans quoi nous sommes tombés aujourd'hui, et je crois que c'est grave. On va y revenir, Clément. On a plein d'autres questions, évidemment. Mais Pierre-Emmanuel, j'imagine que comme chaque semaine, tu as des fausses questions pour les auditeurs et des vraies insultes sur moi. Eh bien non. Non, Guillaume, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai tendre avec vous. Je sais de sources sûres qu'il y a vos parents dans la salle. Et étant père moi-même, je ne saurais me résoudre à vous humilier devant vos géniteurs. Ils ont déjà bien assez souffert le jour de votre naissance, quand la sage-femme a mis 15 minutes à vous différencier du placenta. Et pourtant, je suis prêt à parier que malgré les innombrables échecs qui jalonnent vos 43 ans d'existence, aveuglés par l'affection parentale, monsieur et madame Meurice continuent à vous tenir en estime. Romain Gary disait « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tiendra jamais. » Et comment ne pas lui donner raison quand on a connu l'amour de votre mère, Guillaume? Ces après-midi moites et torrides à l'ibis budget de la rocade d'Auxerre resteront à jamais gravés dans ma mémoire et dans ma chair. Regardez, on voit encore les traces d'ongles. Il y a des douleurs qui font du bien. Mais assez parlé de vous, Guillaume. Passons à un sujet qui intéresse nos auditeurs et plus précisément aux questions qu'ils nous ont posées cette semaine. Eh bien, comme d'habitude, je ne les ai pas lues, c'est inexcusable, blablabla, je suis désolé, blablabla, insérez ici l'excuse de votre choix. En revanche, j'ai inventé des questions, et cette semaine, c'est Adèle qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan,
Saint-Roustan, où cette semaine, après 15 jours de vacances bien méritées, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école et c'est une rentrée un peu particulière qui s'annonce pour les petits racilariens puisque depuis le 1er janvier est entré en vigueur le nouveau programme de l'éducation municipale. L'évaluation des acquis mis en place ces dernières années dans la classe unique de grande section CP, CE1, 4e terminale, CAP influenceuse de l'école Nadine Raziac a en effet démontré que les élèves sont, je cite le rapport officiel, complètement cons. On n'a jamais vu ça. On a l'impression que tous leurs parents sont frères et sœurs et qu'ils ont fait des enfants à leurs enfants. Un constat sévère mais nécessaire qui a poussé le maire Guilhem Maurice à mettre en place de nouveaux contenus scolaires afin d'éviter, comme il l'a déclaré à Muriel Verbruggen dans la Gazette de Saint-Roustan, qu'en plus de ne pas exister, le village finisse par disparaître quand ses habitants seront trop stupides pour réussir à se nourrir ou à se reproduire, puisque dans les deux cas, si on inverse les trous, ça ne fonctionne pas. Les efforts devant porter principalement sur les disciplines fondamentales que sont le français et les mathématiques, il a par exemple été décidé, afin de remédier au niveau désastreux en calcul et à l'obésité morbide qui touche 100% des élèves, qu'on utiliserait désormais des billes et non plus des dragibus pour apprendre à dénombrer les objets. Malin. Autre volet essentiel de la réforme, la suppression de certaines matières, parmi lesquelles les cours d'éducation sexuelle, que Saint-Roustan avait pourtant été la première commune au monde à mettre en place il y a près de 40 ans, afin d'éclairer les élèves sur leur vie relationnelle et affective et de leur apprendre le respect mutuel. Une enquête sur le terrain a en effet permis de réaliser que depuis 40 ans, Madame Béchade, l'unique institutrice du village, sans doute mal informée sur les tenants et les aboutissants de l'éducation sexuelle, donnait des devoirs à faire à la maison. Une découverte regrettable, certes, mais qui lève enfin le voile sur les causes de la consanguinité persistante et la baisse du niveau intellectuel qui touche Saint-Roustan depuis près de 4 décennies. Mais revenons à Adèle, si vous le voulez bien, qui nous écrit depuis la maison de retraite, le clos de la Verge Molle à Saint-Roustan, et qui nous dit « Bonjour, c'est la saison des grippes, j'ai 92 ans, pensez-vous que je dois me faire vacciner ?» Alors, Adèle, je ne suis pas médecin, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette interrogation, mais il faut savoir que les 65 ans et plus sont très nettement surreprésentés parmi les décès imputables à la grippe. À 92 ans, vous êtes donc ce qu'on appelle une personne à risque. Si vous aimez vos enfants et vos petits-enfants, pensez à eux, ne vous faites pas vacciner. Quand on a si peu d'avenir, il est préférable de ne pas gâcher celui des autres. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci quand même. Merci quand même, Pierre-Emmanuel Barré. Et bisous à ma maman. Eh oui, et je crois que mon papa va venir te casser la gueule. Voilà, en attendant, on va écouter des gens qui nous mentent pour nous vendre des trucs inutiles qui réchauffent la planète et vont nous faire crever. C'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Nous sommes au théâtre L'Européen à Paris, n'est-ce pas? Et on est toujours avec le spécialiste de la rhétorique Clément Viktorovitch. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on parle, des choses graves ont lieu. C'est le moment d'en parler. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, je vais profiter aujourd'hui qu'on est donc un fin connaisseur de la rhétorique en la personne de Clément Viktorovitch pour vous parler de Nicolas Sarkozy. Parce que, oui, vous le savez en ce moment, il y a un acharnement judiciaire contre ce brave homme qui est attaqué de toutes parts, qui va avoir un bracelet électronique quand même. Alors je sais que Clément est jaloux, puisqu'il est avec ses 12 bagues et ses 32 pendentifs, et c'est vraiment uniquement ce qui te manque. Ah oui, celui-là, je l'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu? Pas encore. Alors, on va étudier la rhétorique de Sarkozy. Écoutez-le quand on lui pose des questions à propos de l'attentat de Karachi, pour savoir s'il était au courant des rétrocommissions versées au Pakistan via son BFF Balladur à l'époque, le jeu de comédien. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Bon, enfin, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Je vous respecte, mais écoutez... C'est grotesque. Enfin, respectons la douleur des victimes. C'est pas mal. Non. Alors ça, c'est une astuce qu'on peut donner, hein, Clément. Si vous faites choper et que vous pratiquez l'adultère, hein, vous faites gauler, niveau 1, oh non. Bruno est un ami. Patricia est ma collègue. Qui peut croire ça? Qui peut croire que j'ai pas une réunion de 5 à 7 tous les jours? Non. D'ailleurs, sa grand-mère est morte. Respectez ça un peu. Voilà. Niveau 1, ça se tente. Alors, un petit peu plus technique, celui qui est devenu un grand classique, vous le connaissez, l'indignation.
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Alors là, c'est une petite maîtrise. Ça demande une petite maîtrise. Donc, petite astuce pour ça, il faut penser à quelque chose qui vous fait vomir, qui vous dégoûte. Si vous êtes Juliette, voilà, vous pensez à une reprise de David Bowie par Indochine. Et là, c'est une honte. Oui, on l'a bien. Ça peut marcher. Alors, variation sur le thème. Ce qui m'est infligé est un scandale, madame, qui restera dans les annales. Et les Français doivent le savoir. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri. Alors, attention à ça, oui, mais alors attention à ça, parce que dire je ne suis pas un pourri, ça met dans la tête des gens que potentiellement vous pourriez être un pourri. Ça, c'est comme quand Aymeric qui dit c'est pas moi qui ai mangé tout le saindoux au petit déjeuner. Oui, mais on a l'image d'Aymeric qui mange du saindoux au petit déjeuner, vous voyez. C'est assez pervers, ça peut vous mettre en difficulté. Si vous êtes en difficulté, autre astuce. Les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Bam, la menace, classique mais efficace. Le par 1, 2, 3, enfin voilà, vous découpez des têtes de poney pour les glisser dans des lits. Allez-y à fond, avec une petite astuce pour pimenter le tout. Mesurez votre vocabulaire, et les choses iront beaucoup mieux. Alors, excusez-moi. Un petit excusez-moi à la fin, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais être obligé de vous couler dans le béton. Des os. Des os, pas des os en fait, mais des os quand même. J'en vois qui prennent des notes. Il y a des gens qui viennent de Levallois, je le vois dans le public. Alors attention, ce qui marche aussi, c'est le changement de registre. Alterner la menace, la sagesse. Je sais maintenant qu'il suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Et d'ailleurs, humainement, ça m'a beaucoup fait changer. Et sans doute qu'on est plus intelligent quand on a été gibier, après d'avoir été chasseur. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher des refs dans Bambi. Ça, c'est très bien. La princesse des neiges. Allez, ces accusations me glacent. Voilà, comme disait Bob l'éponge, on cherche à m'essorer. N'est-ce pas, N'est-ce pas Pinocchio qui... Non, allez, mauvais exemple. Allez, dernier conseil que je vous donne, anticipez. Si vous faites de la merde, ne dites pas ce genre de choses en public avant. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois. Quelle œuvre, ce Nicolas Sarkozy, bien sûr. Si vous voulez un aperçu, allez voir le documentaire. Personne n'y comprend rien actuellement en salle. Vous verrez l'étendue de sa palette de rhétorique. Salut l'artiste, bonne année. Et comme on dit dans le milieu pénitentiaire, surtout, la santé. Merci Guillaume. Et merci Nicolas Sarkozy. Ouais. Je vais pas le dire. Non, je vais pas je vais pas le verbaliser. Clément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la post-vérité. Qu'on a pas mal entendu quand même ces dernières années, de plus en plus de manière exponentielle. On a l'impression dans les médias en général, alors qu'ils sont censés ne pas embrasser ça, non ? Là, en l'occurrence, dans la voix de Nicolas Sarkozy, on est en effet sur la pléiade d'arsenal assez classique pour se défendre d'une situation douloureuse. Donc, petit 1, on nie. Petit 2, on cherche à relativiser. C'est plus compliqué que ça, c'est pas vraiment vrai. Et très vite, on passe en effet sur l'intimidation, la menace, l'indignation. C'est la stratégie en 3 étapes assez classique. Là, on n'est pas encore dans le domaine de la post-vérité, on est plus dans celui du mensonge. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'est produit qui est passionnant. C'est que le mensonge est littéralement vieux comme Hérode en politique. C'est-à-dire que le fait de dissimuler la réalité, la vérité, quand elle nous est trop dommageable, tout le monde l'a toujours fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, Platon conspuait... Oui, j'allais dire aussi... J'ai confondu. Déjà, il a dit vieux comme Hérode. Allez, c'est bon. Vieux comme Hérode. Nous, notre fact-checker, c'est Aymeric. Fact-checking validé. Aristote, c'est un collège. Mais quand on remonte aux écrits de Platon, déjà à l'époque, il explique que la rhétorique, c'est une manière de pervertir la réalité pour s'attribuer du prestige, des richesses, du pouvoir. Donc cette critique, elle est ancienne, mais auparavant, le mensonge cherchait à être discret. Et c'est là où il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'auparavant, et même encore aujourd'hui, la définition du mensonge, c'est qu'on cherche à ne pas être repéré, car sinon, on a à en payer le prix. Et c'est ce que fait ici Nicolas Sarkozy. C'est la même technique qu'avait utilisée, la même défense qu'avait utilisée Jérôme Cahuzac en son temps, etc. Là, ce que l'on voit, c'est au contraire de la post-vérité, c'est-à-dire contredire le réel les yeux dans les yeux. Contredire ce que l'on a soi-même dit quelques jours plus tôt. Contredire ce que tout le monde peut constater en ouvrant n'importe
n'importe quel journal. Mais avec l'appui des médias, si je peux me permettre aussi. Alors, et notamment des grands médias. Est-ce que tu vois un changement, toi, qui s'opère, toi, qui a évolué aussi dans ces médias-là? L'appui ou à minima l'indulgence. C'est-à-dire que le fait est que ce monde de la post-vérité nous interroge toutes et tous. Faisant partie du champ médiatique, et moi-même j'en ai fait partie, nous interroge toutes et tous. En effet, la première des responsabilités pour lutter contre cette épidémie de mensonges, la première des responsabilités, elle revient aux médias eux-mêmes. Et on voit bien comment est-ce que les digues, si tant est qu'elles aient existé, les digues sont en train de céder. Aux États-Unis, le Washington Post s'est fait pendant le premier mandat de Trump, s'est fait justement le fer de lance de la lutte contre les mensonges de Donald Trump. Ils les ont répertoriés de manière extensive, ils en ont compté en 4 ans 30 000. Ça fait plusieurs dizaines de mensonges par jour, mensonges ou imprécisions. Ouais. T'as même pas le temps, quoi. Il faut vraiment payer des gens. Voilà, là on voit ce que peut donner un organe de presse quand il se donne les moyens de répertorier cela. Bon, le Washington Post, on a vu comment les choses ont évolué, et aujourd'hui, il a été empêché par son propriétaire de prendre, Jeff Bezos si je ne me trompe pas, de prendre position contre Donald Trump lors de cette nouvelle présidentielle, lors de la dernière présidentielle aux États-Unis. Donc on voit bien que là, il y a des digues qui ont sauté. Et dans le paysage politique français, comment ne pas parler de CNews? CNews qui, il y a moins de 10 ans, on a tendance à l'oublier, était un média d'information. Alors on peut critiquer la qualité ou non de l'information, sa prétendue neutralité, alors qu'aucune information n'est neutre par définition, mais auparavant ça s'appelait iTélé. Aujourd'hui, CNews a vécu une évolution de la ligne éditoriale qui amène, la semaine dernière, Pascal Praud dans un vibrant édito. Doucement sur Pascal. C'est la famille, c'est la famille. Je sais que c'est votre filon et que voilà, fournisseur de blagues officiel depuis 5 ans, mais il suffit d'écouter l'édito de Pascal Praud mercredi dernier, au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est un éloge de Jean-Marie Le Pen qui consiste à dire, certes, oui, d'accord, il y a des débordements antisémites, mais sur l'islamophobie, il avait raison depuis le début. Bon, c'est la ligne officielle de CNews. Il répète même un terme qui a été sorti pour l'occasion par un sondeur, il l'appelle lanceur d'alerte. Oui, voilà, exactement. Il dit que Jean-Marie Le Pen était un lanceur d'alerte. Bon, donc quand on voit cela, c'est-à-dire que on voit bien qu'on est passé d'une forme d'indulgence peut-être de certains ou certaines journalistes, une partie d'entre eux, pas toutes et pas tous fort heureusement, mais une indulgence. On est passé là, en tout cas dans ces organes de presse-là en France, à un soutien explicite à des informations qui sont de fausses informations, qui sont des fake news, débusquées, débunkées, critiquées par les sociologues, par le journalisme depuis très longtemps. Donc effectivement, il y a une responsabilité collective dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La première responsabilité, elle est chez les responsables politiques elles-mêmes et eux-mêmes. C'est eux qui ont fait le choix de pervertir ainsi le débat public, de subvertir le langage. Une deuxième responsabilité, en effet, dans le milieu des journalistes et même le milieu des chercheurs. Il y a quelque part... On est forcé de constater, et je m'inclus dedans, faisant partie en l'occurrence de ces deux groupes d'individus, on est forcé de constater qu'il y a un échec quelque part. Et puis après, la responsabilité, elle est aussi collective. Il y a, chez les citoyennes et les citoyens, on a abandonné quelque chose. On a abandonné, et quelque part, c'est humainement compréhensible, psychologiquement normal. Quand on fait face à un tel flot de mensonges, à un moment donné, sans doute, finit-on par lâcher quelque chose. Mais je crois que là, nous sommes en train de basculer, et moi, c'est cela qui m'inquiète, dans un monde qui, de celui de la post-vérité, pourrait tout à fait bien devenir celui de la post-démocratie. C'est en cours aux États-Unis, en tout cas ce sera le cas si Donald Trump fait ce qu'il a dit. Dans son premier mandat, il a fait ce qu'il a dit, hein, donc il y a toutes les lieux de s'inquiéter pour les Américains, les citoyennes et citoyens américains. Et en France, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de suivre la même pente. Pas tout à fait, parce qu'il nous reste 1 heure pour trouver des solutions tous ensemble. Clément, donc reste avec nous, tu es précieux. Mais après tout ça, on a envie quand même de s'écouter un petit peu de musique pour faire un petit point de là où on en est. Juliette, qu'est-ce qu'on va écouter? De l'afro-disco, monsieur. Eh ben voilà, de très bien. L'afro-disco, un titre qui nous ramène en 2015, qui était une année bien pourrie, il m'a semblé. Sauf qu'il y avait ce titre qui est On te l'avait dit, c'est Pat Cala qui chante au sein du collectif Voilà. C'était On te l'avait dit de Voilà et Pat Cala. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité Clément Viktorovitch pour analyser la communication des animaux humains. Et en ce qui concerne les autres animaux, on a une spécialiste pour ça. Elle vient de nous rejoindre autour de la table, c'est Marie Trébert.
Bonjour, bonjour, c'est pas vraiment Marie, aujourd'hui c'est Marguerite, 5 ans, vache de type laitière. Alors, la vie de vache laitière est une activité, que dis-je, une vocation tellement épanouissante. Je broute au milieu des pâquerettes, dans de verts pâturages. Le fermier gentil vient traire mon lait tiède à la main. Pas du tout. Moi, Marguerite, je suis un mammifère, un ruminant avec des mamelles, des pieds, des gros tétés que l'humain aime exploiter pour son lait. Depuis ma maturité sexuelle, l'équivalent de votre puberté humaine, mais sans l'acné, j'ai été placée dans un bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de place, mais les repas sont copieux. Et les copines sont sympas, surtout Marguerite. Et aussi Marguerite, je l'aime trop. Pour faire du lait, c'est comme vous, femelle humaine. Il y a lactation s'il y a gestation. Il faut être enceinte. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le vélage qui est nécessaire à la sécrétion du lait. Mais dis-moi, Jamy, comment les vaches font des bébés? Alors, papa taureau, il vient voir maman vache, il lui fait plein de petits bisous et après, pas du tout. Spoiler, mon premier veau n'a pas été le fruit de l'amour, ni celui du consentement. Un jour, un humain est venu me voir dans mon bâtiment et j'ai pas trop compris, mais je me suis retrouvée avec son bras tout entier dans mon trou de balle en mode spéléo du cul, moyen agréable quand même, pendant que son autre bras était dans mon vagin, dans lequel il vidait un instrument d'insémination rempli de semences. Et pof, me voilà enceinte, le merveilleux cycle du lait peut commencer. J'ai donné naissance à mon premier veau, mais à peine né, un humain est arrivé et il me l'a arraché, et après, je ne l'ai plus jamais revu. Même pas le temps de lui donner un prénom stylé, moi qui hésitais entre Marguerite et Marguerite. J'ai appris que mon veau était engraissé puis abattu d'un coup de pistolet à tige perforante direct dans le crâne pour en finir en bout de viande. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la fast life MDR. Et sachez que chaque année en France, plus d'1 million de veaux naissent pour que nous, vaches laitières, on puisse donner du lait pour vous, les humains. Mais avec les copines, on se rassure en se disant que notre vie, elle est importante pour vous, les humains, puisqu'apparemment, un humain, prénom, lobby, nom de famille, du lait, il a dit qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour pour être fort et avoir des os et être en bonne santé. Ouf, ça en vaut la peine alors. Mais dis-moi, Jamy, comment une vache continue à produire du lait pendant plusieurs années si elle a donné naissance à un veau et qu'elle n'est plus enceinte? Vous sentez comment ça va encore se régler avec un bras dans le cul, cette histoire? Enfin, des bras, puisque pour faire mon lait, en fait, on va tout le temps me mettre enceinte, ce qui va permettre de produire 12 000 litres de lait par an. Ça en fait des kilos de Babybel, miam, miam, miam. Mais je dois vous confier que depuis quelques temps, j'ai plus le même rendement. C'est plus du lait que je sors de mes pis fatiguées, carrément, c'est du Régilet en poudre. Alors les copines, elles m'ont dit que j'allais bientôt aller à l'abattoir, car les vaches laitières qui ne peuvent plus produire de lait sont vouées à finir en steak. Quelle vie de merde. Et oui, l'appellation bœuf en France, ce n'est pas vraiment du bœuf, par définition un taureau castré. Vos steaks sont majoritairement issus de vaches laitières à la retraite. J'avoue que je capte pas trop l'hype du lait et de la viande, car c'est prouvé, tout ça n'est quand même pas très très bon pour la santé. Ça augmente les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2 et aussi le cancer colorectal qui se diagnostique entre autres avec un toucher rectal. Mais je suggère qu'on passe au diagnostic bras dans le cul juste pour voir ce que ça fait. Au-delà de votre santé, la viande rouge, ça contribue à la souffrance animale, à l'exploitation de nos corps, ça contribue à l'effondrement de la biodiversité, la pollution de l'air, à favoriser l'émergence de maladies zoonotiques, sans compter que notre exploitation monopolise 1/3 de toutes les terres du monde et ce sont autant de ressources en moins pour des populations humaines qui crèvent la dalle. Oh, ça va, juste un petit milliard de gens qui ont faim sur cette planète. Bon, on s'en fout, hein, un petit tartare à midi sauce Denis, c'est quand même vachement sympa. Quand on pense que les rapports établissent que la consommation mondiale de viande devrait augmenter de 12% d'ici 2033, franchement, ça me fout le cafard pour mes marguerites et tous les autres animaux. On n'est pas dans la bouse. Voilà, c'est la fin de ma chronique et aujourd'hui, pour toutes mes marguerites, mortes ou vivantes, l'Européen, je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Merci Marie Trévert. Vous pouvez retrouver d'excellentes chroniques et vidéos de Marie sur sa chaîne, La Boîte à Curiosité. Et merci à Marguerite. T'as senti un petit peu ce vent de culpabilité qui a flotté sur tout le public de l'Européen. Merci pour cette belle chronique. Merci. Je crois que tu avais une question à poser à Clément Viktorovitch, notre invité qui est toujours parmi nous. En fait, j'ai une question, mais je vais te donner du contexte. Alors, j'ai vu que Macron, il postait plein de photos de son chien Nemo, que c'était trop mignon. Et parfois, la presse, elle essaie de lui faire dire du mal des chasseurs. Mais Macron, il a dit non, un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, il aime la nature, sinon il ferait pas de chasse. Et aujourd'hui, L214 et l'Observatoire politique animaux, ils donnent des scores, des notes aux principaux partis politiques qui rendent compte de l'action des politiques sur la condition des animaux. D'un côté, on a Macron qui dénonce l'abandon des chats, des chiens, Mélenchon qui dénonce les élevages intensifs. Et ma question, en gros, c'est quoi en politique le discours sur l'importance du discours sur le bien-être animal, qui est finalement quelque chose d'assez récurrent. À quoi ça sert? Et en fait, ce qui est terrible, c'est que la réponse est dans la question. C'est un discours sur le bien-être animal. On se souvient que Emmanuel Macron, en effet, au moment de son élection, avait fait de nombreux
nombreuses promesses. Il parlait déjà à l'époque de systématiser la vidéosurveillance dans les abattoirs. Il faut rappeler que le bien-être animal, ou du moins la fin de la souffrance animale, c'est un domaine qui peut être réglementé. Le pouvoir politique peut tout à fait intervenir. Et ça, c'est ce que de nombreuses associations, dont en effet L214, ne cessent de rappeler. Donc là, il y a la possibilité d'intervenir. Et là, encore une fois, la réponse est dans la question que tu as posée. Tu soulignes toute l'hypocrisie des responsables politiques qui, d'une main, profitent de leurs animaux de compagnie pour construire ce qu'en rhétorique on appelle leur ethos, c'est-à-dire l'image qui renvoie d'elle-même et d'eux-mêmes à travers leur discours, et forcément se montrer avec son gentil chien fidèle ou ses petits chats mignons. On voit bien comment est-ce que ça attendrit, ça humanise, ça rend sympathique, tout le monde aime bien, et comment est-ce que, en parallèle, quand il s'agit d'adopter des discours, et même au-delà des discours, des actes volontaristes pour justement mettre fin on pourrait commencer par là, mettre fin aux domaines les plus barbares de la souffrance animale, là il n'y a plus personne, parce que oui, ça impose de se prendre frontalement le lobby de la chasse. Ils sont puissants dans la ruralité, le lobby du lait, et ils sont puissants, ils sont puissants tout court, et donc là on voit bien toute l'hypocrisie qu'il y a à construire son image avec ses animaux de compagnie d'une main, et de l'autre main à ne rien faire pour mettre fin à ce qu'on fait de plus barbare aux animaux. Merci Clément pour cette réponse, et merci Marie Trévert d'être venue avec nous. La boîte à curiosité sur YouTube, je vous conseille, merci à vous deux. Allez, c'est le moment de financer la révolution prolétarienne en détournant l'argent du grand capital. C'est la publicité, on se retrouve juste après. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité, le spécialiste de la rhétorique, entre autres, Clément Viktorovitch. Alors, puisqu'on parle justement de ça, de rhétorique, d'analyse de discours, d'argumentation, de précision, de fact-checking, tous ces mots pourraient résumer les interventions de celui à qui je vais laisser la parole. Mesdames et messieurs, Aymeric Lomprey. Allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas un enfant à la sortie de l'école qui attendrait que son père vienne le chercher. Et en fait, son père, il a oublié parce qu'en fait, il est au bar, en train de boire des moresques. Et le petit garçon, il pleure à chaudes larmes. Et son ami imaginaire lui dit « Je te laisse parce que moi, mon père imaginaire, il est venu me chercher. » Et l'école, et après, l'enfant, toute sa vie, il a pas confiance en lui. Et après, il boit plein d'alcool. Et après, il devient chroniqueur chez Nova. Papa! Allez, il est bien mon nouveau début de chronique. Allez, l'actualité. Elisabeth Borne. Oh! Ah! Tout le monde voit qui c'est, Elisabeth Borne? C'est la ministre de l'Éducation nationale avec sa cigarette électronique qui ressemble à un chevalier tout maigre. Non, je sais, on avait dit pas le physique, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment un chevalier tout nul. Tu sais, avec sa vieille coupe de Godefroy, là, qui est là. Sœur Elisabeth? Oui. Bon, allez, non mais c'est très rigolo, franchement. Si vous avez une maladie grave, genre des enfants ou quoi, tu sais, imaginez Elisabeth Borne lors d'une bataille en 1434, quoi. Vite, attaquons le château, sœur Elisabeth, le château de Montbazillac. Moi, non, pas Elisabeth Lévy, l'autre. Alors, Elisabeth, oui, allez, vite, mettez le rocher sur la catapulte. Elisabeth, ah, c'est trop dur, Elisabeth, j'arrive pas, bon, bah mettez la pierre sur la catapulte. Oh là, c'est pas possible, mettez un caillou, et 5, un petit gravier alors, mettez, putain, c'est pas obligé, toi aussi nul. Bon, les autres, mettez Elisabeth sur la catapulte. 3, 2, 1, go. Après Elisabeth, elle va voler comme ça. C'est un oiseau, c'est un avion? Non, c'est Elisabeth Borne. Non. Après, il y a 2 profs qui vont essayer de lui parler pour trouver des solutions. Elle va dire « Je t'entends pas, je suis un rocher !» Bon, Elisabeth, elle a déclaré « On n'attend pas d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets. » Bam, boum, bam, ta 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 ta. Ah, putain. Wow. Bon, après, c'est pas une grosse surprise non plus. Je veux dire, avant, elle était ministre du Travail et ministre de l'Écologie. Quand on voit le bilan, on se dit pas « Ah bon, t'es pas spécialiste ?» Pas besoin de le préciser, quoi. Je veux dire, moi, je vais pas voir tous mes spectateurs à la fin de mon spectacle en disant « Après, je suis pas un spécialiste de l'humour. Hein. » Voilà. Les gens le voient, quoi. Les gens... La dernière fois, il y a un spectateur, il m'a dit « Mais c'est écrit le vomi ?» Oui.
Non, mais quand même, c'est fou de dire ça. Je veux dire, tu sais, de dire, bon, bah, je suis pas un pro non plus, quoi. Ça se voit, Elisabeth Borne, c'est une autre fonctionnaire. Elle a jamais passé l'entretien à l'embauche de sa vie, quoi. Jamais t'arrives à l'entretien comme ça. Vous savez faire quoi? Des ronds de fumée. Ah bah, bienvenue au gouvernement. Non, mais tu vois, on fait pas ça. Après, elle peut pas être une spécialiste de tout non plus, quoi. Puis si elle était spécialiste de tout, elle aurait plus le temps d'assouvir sa passion, qui est le Moyen-Âge. Ah, faut la voir, mon chevalier, tous les dimanches à Azincourt. Salut Elisabeth! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait la reconstitution de la bataille d'Azincourt. Olivier, tu fais le chef, Pascal, tu fais le sous-officier, et moi, je fais le caméléon. Il y avait un caméléon à Azincourt? Non, mais regardez, c'est parce que je fais trop bien le caméléon. Regardez mes yeux. Non, je sais, pardon. Pardon, on avait dit pas le physique, mais franchement, ses yeux, ils sont à la place de ses oreilles, c'est pas possible. Elisabeth, elle peut regarder CNews et BFM en même temps, quoi. Ne jamais laisser un bol de cacahuètes à moins de 8 mètres d'Elisabeth. Non mais je veux dire, c'est fou. C'est fou. Putain, je me fais rire, c'est vraiment nul à chier, quoi. Gad Elmaleh, si tu m'entends. Non mais attends. C'est fou de pouvoir lâcher un truc comme ça. Non mais on sait qu'ils sont nuls. On sait, mais de là à le dire, s'il y avait encore une once de confiance, là c'est terminado. Je veux dire, moi tu vois par exemple, si un jour je fais un saut en parachute en duo et que je saute et qu'au moment où je saute comme ça, je dis au moniteur, pourquoi le parachute il s'ouvre pas là? Le quoi? Le parachute! Pourquoi il s'ouvre pas le parachute? Bah après moi je pas. Moi je suis régisseur à la base, hein, donc coucou, putain! C'est quoi? C'est un avion? C'est un oiseau? Non, je crois que c'était un chevalier caméléon tout maigre avec une cigarette électronique! Non de Dieu! Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Je sais rien. Bon, alors là, ouais. Là, non mais j'ai pas de chute. Ouais. J'ai pas de chute. Après, ça va, je suis pas un expert en chronique non plus. Merci de m'avoir écouté. Merci Henri Onfray. On peut retrouver en podcast, en vidéo, bien évidemment, un petit peu partout. Je sais pas. Clément Viktorovitch, t'es resté, et ça c'est beau déjà, d'être resté après une chronique des briques. Il y a des gens, ils partent. Hein. Non mais là j'ai foiré un truc. Ouais. Un truc. Effectivement, il y avait c'est la page 3 qui a sauté, c'est pour ça que c'est pas clair. Il faut que je les numérote les pages là. Merci Clément d'être toujours avec nous. Donc on parlait évidemment de rhétorique, de discours, et on faisait un constat sur ce qu'on appelle la post-vérité. Mais on n'a pas parlé des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est à peu près tous d'accord ici pour dire que oui, on est rentré dans une nouvelle ère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, nous, en tant que citoyens? En tant que citoyen, alors c'est la question évidemment à $1 million. Si j'avais la réponse toute faite, oui c'est cher. On est sur Nova, donc ça serait plutôt en anciens dollars. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais moi en tout cas la conviction que j'ai, c'est que de toute manière, cette ère de la post-vérité dans laquelle on évolue et la démocratie représentative qui craquelle de toutes parts, les deux mouvements allant de pair, pour moi, ce que cela montre, c'est qu'on arrive aujourd'hui au bout d'un système. Et pour moi, la réflexion, elle doit être, pour le coup, plus générale que simplement la communication politique. Ce que tout le monde voit, et je crois que cette fois-ci, ça a éclaté aux yeux, au vu et au su de chacun et chacune, c'est que l'idéal démocratique tel qu'on le pratiquait jusqu'à présent, c'est-à-dire s'incarnant dans la démocratie représentative, est à bout de souffle, est arrivé au bout de son chemin. Ça, c'est le constat, toujours. Non, mais donc, ce qu'il va falloir réinventer, c'est beaucoup plus généralement, selon moi, une autre manière de vivre notre système politique, un autre régime politique, tout simplement. On est en train de parler de 6e République, là? Alors, on peut parler de deux choses. Parce que l'alternative à la démocratie représentative, il y en a une qui existe, qui est d'ores et déjà pratiquée, qui est prête à être installée dans de nombreux pays. C'est le glissement vers l'autoritarisme au mieux, le fascisme au pire. Ça, on sait comment ça fonctionne. On sait comment y aller. On sait comment est-ce qu'en effet, on peut très bien remplacer des élections qui ne satisfont pas les citoyennes et les citoyens dans leur aspiration à l'autogouvernement, à la souveraineté populaire. Comment on peut remplacer ces élections libres, ce débat public qui aujourd'hui est perverti par le mensonge et la post-vérité. Comment on peut remplacer tout cela par un pouvoir encore plus fort au sein d'un responsable politique encore plus dominant qui exerce des politiques encore plus terribles pour les minorités auxquelles elles s'appliquent. Donc ça, on sait comment faire. Moi, je ne veux pas m'y résoudre. Je crois que... Oui, mais là, on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité. Mais justement... Quand on écoute les discours, et quand on les analyse, on se dit, quelle est l'autre solution que d'aller droit dans le mur? Alors...
Ma conviction, c'est que l'idéal démocratique tel qu'il a été formulé, c'est-à-dire celui d'un peuple qui s'autogouverne, d'un peuple majeur pour parler comme Kant, de citoyennes et de citoyens qui participent directement à l'élaboration des décisions. Moi, je n'ai pas fait ce deuil-là. Je pense qu'il est possible. Et je pense qu'il va falloir commencer à arrêter de se battre sur des petits points, à essayer de gagner une guerre de position en avançant d'un pas à un autre. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que la réforme des retraites est aujourd'hui terrible pour les travailleurs et les travailleuses qui se voient infliger 2 ans de labeur supplémentaire. Certains ou certaines vont y laisser leur peau. Bien sûr que la réforme du chômage, elle est terrible pour toutes les personnes précaires qui tout d'un coup vont se retrouver sans ressources. Et bien sûr qu'il faut mener ces combats-là. Mais tant que le combat du progressisme, j'emploie le mot en le détestant, c'est un concept mobilisateur, mais tant que ces combats-là... T'es en train de nous enfumer, Clément? Non, pas du tout. Je vais quelque part. Tu me dis, hein, Guillaume, j'interviens. Tant que, grosso modo, tant que nos combats se limiteront à dire, à un moment donné, il y a eu des acquis sociaux, ils sont attaqués de toutes parts. Nous, notre projet, c'est résister contre ces attaques. Résister contre les attaques, ça n'est pas un projet. Donc, je pense il faut proposer autre chose. Il faut proposer autre Viktorovitch chose. 2027. Pas du tout, surtout pas. Mais précisément, ce contre quoi moi je m'élève, c'est ce fantasme-là d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle qui aurait la réponse à tous nos problèmes. Je n'y crois pas une seconde. À part Philippe Poutou. Même Philippe Poutou, si c'est pas un homme providentiel, c'est la 6e République. Moi, ce pourquoi je plaide, si on veut... Alors, j'ai peu de propositions, j'en ai quelques-unes. Moi, la proposition que je fais, c'est de dire il faut en effet élaborer de nouvelles règles du jeu. Ça passe par une constituante et c'est très facile à faire. On fait ça, c'est réglé. Bah voilà, c'est bon. Mais Philippe Poutou, à la fin, il est président. Ce qui est terrible, c'est que c'est très facile à faire. C'est-à-dire, on commence par demander aux citoyennes et aux citoyens, est-ce que vous voulez qu'on vous redonne le pouvoir de définir vos propres règles du jeu? Attends, on va leur demander, ça vous va, ça ou pas? Je ne suis pas sûr que ton échantillon soit représentatif. Mais je suis sûr d'une chose. Il y a des vieux et tout. Non, il y a tout, là. C'est sûr. Je suis sûr que si on posait cette question-là, les citoyennes et les citoyens répondraient oui. Regardons ce qui s'est passé un instant. Parce que pour moi, c'est un moment fondateur qu'on a trop vite oublié. Reprenons ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Les gens descendent dans la rue, se rassemblent sur les ronds-points en partant d'une revendication qui était quand même le tout petit bout de la lorgnière. L'essence est trop chère. Degré de réflexion politique initiale 0. Attention, ça ne veut pas dire que le sujet soit pas important. L'essence trop chère dans la ruralité, quand tu as besoin de ta bagnole pour te déplacer, c'est un enjeu crucial. Mais au degré de réflexion politique et de montée en généralité, on est encore tout en bas. Les gens se rassemblent, ils passent 2 semaines à discuter ensemble sur les ronds-points, à se rendre compte que leur vécu personnel, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs humiliations, en fait, elles sont partagées. Et que le problème, c'est pas que eux ne sont pas individuellement méritants, c'est pas qu'ils n'ont pas assez bien travaillé à l'école, c'est pas qu'ils ont fait les mauvais choix, c'est qu'en fait, le système entier pèse sur elles et sur eux et que tout le monde a les mêmes difficultés. Ça crée de la politisation à vitesse grand V. Ce dont les citoyennes et les citoyens qui descendent dans les ronds-points se rendent compte, c'est qu'en fait, c'est les règles qui posent problème. En 2 semaines, on passe de l'essence est trop chère à on veut un référendum d'initiative citoyenne. Donc on voit bien que les individus, les citoyennes et les citoyens, quand on leur donne l'opportunité de réfléchir à ces questions-là, ils se politisent immédiatement et ils se rendent compte que la démocratie dite représentative est une arnaque depuis le premier jour et que l'aspiration à la souveraineté populaire, en fait, elle est partagée parce que peut vouloir le peuple d'autre que de décider pour lui-même? Rationnellement, rien. Personne ne peut vouloir se voir imposer des décisions qu'il n'a pas choisies. Donc moi, je crois que c'est vers cela qu'il faut aller aujourd'hui. C'est cela qui doit être notre combat. Arrêtez de... Là, il y a des pistes, là, Clément. mais précisément. Et le pire, c'est que c'est simple. C'est que c'est facile. Il y a plein de choses... Il est parti. Là, il est en campagne, là. Pardon. C'est bon. Là, on a débordé sur la météo. Il reste une demi-heure d'émission. Ouais. On va y revenir. Gardons pour la suite, parce que la rhétorique, c'est aussi, tu l'as dit, la manière dont on raconte les histoires. Et ça, c'est un peu un des trucs à Juliette Arnaud, qu'on retrouve juste après son fameux jingle. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires.
comme on vient de l'entendre depuis le début de l'émission, le fait est devenu négociable. Au carbone 14, mon carbone 14, je situe le début de cette torsion de la réalité en 2017, quand le porte-parole de la Maison-Blanche a surévalué la foule pour l'investiture de Donald Trump. Il a dit « la plus grande foule jamais vue ». On lui prouve que potentiellement c'était dans sa tête, la plus grande foule. Et bien là, il est répondu que le porte-parole n'a pas menti, qu'il a juste présenté, attention, accrochez-vous, des faits alternatifs. Le verre était dans le fruit, depuis la pomme est bouffée, voire tout le verger. À partir de là, comment on procède? Ouh là là, mais j'en sais rien, moi. J'ai pas les diplômes, et puis maman, elle est fatiguée. Fin de ma chronique, applaudissements. Non. Bah non. Mais non, pas du tout, Juliette. Non. Bon. Non. Alors, on va quitter le domaine politique des années post-2017 pour essayer de trouver, mais par analogie, une solution dans le champ privé, celui du domaine dit amoureux, avec un homme qui dit... C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Je ne sais plus comment te dire. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne serai jamais... Ouais, tcha. Ah ouais. Comme quoi que je boirai plus d'alcool. La femme lui répond alors « Rien ne t'arrête quand tu commences. » Et c'est là que c'est intéressant. « Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. » Voilà, lui, l'homme, tente une submersion par une tonne de mots, tous plus vides les uns que les autres. Elle pourrait essayer de lui prouver qu'il ment, parce qu'il ment, hein. S'il dit... C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Ça, c'est un fait alternatif. Le fait, c'est qu'il l'a sans doute beaucoup trompé, qu'il lui a beaucoup menti, mais que là, il a peur qu'elle lui échappe. Du coup, c'est ça qui est étrange pour lui. Cette réclamation du silence, de la fin des mots, MOTS, énoncé de Garlas, la voix brisée par Dalida, n'est pas une première. Mais le truc, c'est que la chanson, elle s'achève sans qu'on sache si Alain Delon a bien voulu la fermer. J'en doute. En revanche, ce qu'on sait, c'est comment se termine La Princesse de Clèves par Madame de Lafayette il y a 3 siècles et demi. L'écrivaine publie ce roman qui est devenu depuis un classique où une femme, à la fin du roman, demande le silence. Une femme qui soupçonne que l'homme qu'elle aime lui présente des faits alternatifs. Une femme qui n'est ni une nonne ni une sainte. Hein. Elle aime ce mec. Elle l'aime. Elle s'en rend malade. Pour autant, elle précise « J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Cette femme, la princesse de Clèves, elle est mariée et fidèle au moins physiquement à son mari au début du roman. À la fin du roman, elle est devenue veuve. Et là, elle pourrait épouser celui qu'elle sait qu'elle aime pour de vrai. Eh bien, elle dit non. Elle dit mieux. Elle dit qu'elle doute de la durabilité de son amour à lui. Et si on revient au début du roman, on nous l'a présenté, ce type, le duc de Nemours, en nous disant « l'homme du monde le mieux fait et le plus beau ». Et 3 lignes plus loin, on nous dit de lui « il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement ». Le duc de Nemours, le roi des charros. Avant, on disait Don Juan, quand les Américains disaient « player ». Les jeunes, eux, ils disent « charreau », diminutif de charognard. Là, vous pensez sans doute « oui, mais c'est moins distingué ». Certes, mais c'est plus juste aussi. La princesse de Clèves dit « au duc de Nemours, je pense que les obstacles ont fait votre constance. » Elle dit aussi « les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Non et renon. » La princesse de Clèves ne croit ni au miracle ni aux faits alternatifs, alors elle renonce à lui, elle renonce au monde, elle renonce aux mots MOTS, elle fait bande à part, elle fait sécession. Lui, là, tout de suite, il dit « mais non, mais moi je vais en mourir !» Spoiler, il n'en mourra pas. C'est précisé dans le roman, dans les dernières lignes. Madame de Lafayette écrit « Le temps et l'absence, ralentir sa douleur et éteignir sa passion. » Alors si un type devait venir auprès de ma tombe, me susurrer des... Écoute-moi, je t'en prie, je te jure. N'hésitez pas à lui filer un coup de pelle de ma part. Merci Juliette. Juliette Arnaud, featuring Aymeric Lomprey. Ton meilleur rôle, Aymeric. Merci Juliette, qu'on peut retrouver en podcast sur l'appli Nova, comme toutes les chroniques ainsi que l'émission en entier. Vous pouvez aussi retrouver les excellentes émissions de Charline Roux, qu'on embrasse. L'émission s'appelle Le Score et elle interroge ses invités sur leurs goûts musicaux. Et bizarrement, j'ai pas encore été invité d'ailleurs, au prétexte que j'y connais rien en musique, comme si c'était une excuse valable, on l'a dit tout à l'heure. Bon, celle qui s'y connaît en musique autour de la table, c'est Juliette. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Non, alors c'est pas parce que je m'y connais mieux que toi que je m'y connais tout court. Ah. Mais on va écouter un rappeur maltais. Ah oui? C'est-à-dire de Malte. Moi, je le connaissais pas jusqu'à ce matin, mais j'adore. Il s'appelle Eddie Fresco. Son titre, c'est Metz, point d'exclamation. Et effectivement, il a pas l'air d'avoir une vie bien rangée. C'était Metz par Eddie Fresco. Vous écoutez toujours Radio Nova.
C'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité qui est toujours avec nous, Clément Viktorovitch. Et c'est le moment d'une séquence qu'on adore dans l'émission qui s'appelle l'invité de l'invité. On t'a demandé, Clément, comme à chaque invité, de venir avec quelqu'un ou quelqu'une de ton choix. T'as pas hésité une seconde. Tu m'as dit, j'ai envie d'inviter ma pote. Elle est musicienne, elle est chanteuse et elle est avec nous. On peut l'applaudir bien fort. C'est Clou. Salut Clou. Salut Guillaume. Sois la bienvenue parmi nous. Tu es autrice, compositrice, interprète. Tu viens de sortir un album qui s'appelle À l'évidence. Oui. Et pour nous, il n'y a pas d'évidence entre toi et Clément Viktorovitch. Comment tu connais Clément? Comment vous vous êtes rencontrés? Si c'est pas indiscret. Je peux tout dire? Tu peux tout dire. Bon, bah alors c'est indiscret, ça me plaît encore plus. Vas-y, balance. On s'est rencontrés, on avait 20 ans. Ouais. J'étais étudiante dans un local scout. C'était une soirée étudiante dans un local scout. Alors, ça m'intéresse de plus en plus. Clément, c'était notre professeur. Là, c'est pas forcé de tout dire, dire. C'est Dieu qui veut. Non, mais voilà. C'est un ami en commun qui organisait son anniversaire dans un local scout. Et bref, il n'y avait pas grand monde, soyons honnêtes. Et moi, j'étais en mode vodka orange. Quand on est étudiant, c'est vodka orange. Ouais, c'est ça. Bah, voilà. À l'époque, ouais. À l'époque, ça a changé. Et je vois arriver trois mecs, donc 3 mecs de la fac de ce pote en commun, et dont plusieurs mecs avec des cheveux longs. Et je me suis dit, wow, je vais passer une soirée compliquée parce qu'ils voulaient mettre du métal, tu te souviens? Alors, parmi les mecs aux cheveux longs, il y avait Clément Viktorovitch. Il y avait Clément, ouais. C'est ça qu'on a du mal. C'est là où il n'y a pas d'évidence, contrairement au titre de ton album. Oui, Clément avait les cheveux un peu comme les miens. D'accord. Ouais. Okay. Les photos ont été brûlées, ne cherche pas d'archives, ça n'existe pas. Clément, tu fais de la musique toi-même. Vous avez un lien? Est-ce que vous chantez ensemble? Est-ce que vous faites de la musique ensemble? Alors, on chante ensemble. Il y a une anecdote là-dessus. Moi, je joue un peu de guitare depuis une quinzaine d'années. Mais le mot important de la phrase, c'est un peu. Et à l'époque, on cherche, avec les amis en question, à monter un groupe. Il y avait un batteur, un bassiste, moi à la guitare. Et Clou nous dit, moi, je chante un peu, nous dit-elle. Ah. Donc, on organise une première répète. Nous, effectivement, on jouait tous un peu. Clou commence à chanter, tout le monde s'est arrêté, on lui a dit en fait va-t'en, va jouer avec des gens qui savent vraiment jouer, tu n'as rien à faire ici, voilà. La légende raconte que tu lui as fait enregistrer le premier titre, c'est ça, ton premier titre? Je me suis souvenu de ça, en fait, je finissais mes études et j'avais envie de monter un groupe et j'avais besoin d'une maquette. Et j'avais pas de matériel chez moi pour enregistrer quoi que ce soit. Et je sais que Clément, il avait un micro, il avait un logiciel. Donc je suis allée chez lui enregistrer ma première maquette. Wow, voilà. C'est classe quand même. C'est ça l'amitié. Ouais, c'est beau. Et t'as étudié, Clou, j'ai vu le journalisme, la communication. Est-ce que t'as eu envie de devenir Clément Viktorovitch à un moment donné? Est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez switcher vos carrières respectives? Oui, bien sûr. Et je pourrais expliquer pourquoi on dit spritz au lieu de dire spritz. C'est une antanadiplose. Citer Aristote, etc. Non, mais t'as complètement abandonné ou c'était... Ah, j'ai complètement abandonné. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'arrête de lire la presse et que ça m'intéresse pas. Au contraire, mais je sais où est ma place. Ma place est plutôt en train de chanter et d'écrire des chansons. Et Clément, est-ce que t'as écouté le dernier album de Clou? Là, je peux niquer une amitié rien qu'avec cette question. Bien sûr. C'est laquelle t'as préférée? Eh bien, c'est mon épaule, figure-toi, mon cher Aymeric. Oh, pas mal. Est-ce que tu peux nous donner envie d'acheter et d'écouter en tout cas l'album de Clou, Clément? On va voir si t'es bon en... Comme t'es bon en rhétorique. Pression, quoi. Non, mais c'est en fait déjà Clou. Il va nous embrouiller. Mais là c'est moi qui lui ai demandé quelque part. C'est une grande mélodiste. Clou, c'est avant tout une grande mélodiste. Mais moi, j'ai été très ému parce qu'on se connaît depuis très longtemps et c'est toujours très émouvant de voir des amis de longue date sortir un premier album, puis un deuxième que j'ai écouté assidûment, que j'écoute encore assidûment. Et donc, pour l'instant, c'est pas mal. Il est bon, ouais, ça va. Je vois que Clou, tu t'éloignes du micro au fur et à mesure. C'est avant tout une grande mélodiste. C'est une artiste qui ramène sur le devant de la scène la folk dans son plus noble appareil qui va justement chercher... Ça voulait rien dire, mais c'est pas grave, ça nous... Il faut bien dire des mots, bien voilà. sûr. Non, mais qui cherche les purs. Mais c'est bien, allez écouter ça, mais allez oui, streamer évidemment. Ça. Vous avez tous des logiciels de streaming, allez écouter Nom de Zeus. Voilà, c'est tout. Nom de Zeus. Il a dit Nom de Zeus. Il a dit Nom de Zeus. Au premier degré. Faites vos propres recherches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça y est, il devient complotiste. C'est marrant parce que ma question d'après, c'était vraiment pour toi, Clou, et j'avais vraiment écrit Clément passe pour un mec très calme, très posé. L'est-il dans la vraie vie? L'est-il dans la vie? Est-ce que on a l'impression qu'il n'y a pas de vice vraiment? C'est quoi son plus gros vice?
J'allais dire clou, mais ça ne marche pas. Oui, j'ai compris, il y a un jeu de mots. Parce qu'Aymeric, il l'a pas. C'est une... Bricorama. Clou, vis, non, c'est pas grave. Moi, j'écoute pas. Ah oui, d'accord. J'essaye de le raccrocher un peu. Non, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Je pense que c'est ça son vice, peut-être. Oh, ouais, il est perfectionniste. Il est perfectionniste. Et est-ce que tu as déjà des débats, tu as déjà eu des débats avec lui? Bien sûr. Et j'ai tous perdu. C'était ma question. Est-ce que tu arrives à lui, Absolument à lui pas. faire fermer sa gueule? Oui, j'ai réussi à lui faire du canoë un jour. On peut dire que c'est une victoire personnelle. Alors, je me rends pas bien compte en fait de là où on partait. Parce que tu n'avais pas du tout envie de t'es canoëophobe. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand tu vois le résultat, c'est-à-dire moi qui ai fait la spirale comme ça au milieu du gué sans jamais aller d'un côté ou de l'autre, oui, c'est une défaite en effet. Ouais, non, je t'imagine avec des cheveux longs en canoë et tout. Ouais, c'est pas mal. Et tu pars en tournée, la Clou? Je pars en tournée et ça commence le 31 janvier. 31 janvier. Et on peut retrouver ton album en attendant à l'évidence. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite. On conseille ton album. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on n'est pas une émission de promo, mais quand on aime bien, on en parle. Parce que de toute façon, je vous rappelle qu'on dit aussi qu'on est anticapitaliste, alors que maintenant, c'est l'heure de lancer la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Clément Viktorovitch, dont je signale l'excellent spectacle qui est en tournée dans toute la France, L'Art de ne pas dire, et qui existe également, le texte existe en version même augmentée, en livre. Absolument. On recommence notre saison parisienne à partir du 13 janvier au 13e art. Allez-y, je vous le conseille. On a parlé de musique juste avant la pub, mais on est sur Nova. Donc de la musique, il n'y en a jamais assez. Vous en voulez encore? Ouais. Vous voulez du rock? Ouais. Vous voulez du punk? Ouais. Vous voulez de la musique de chambre? Ouais. Eh ben, vous aurez tout ça en même temps. Mesdames et messieurs, Guédré! Bien sûr. Voilà, voilà. Surtout du rock. Ouais. Évidemment, on connaît pour ça, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter de se souhaiter la bonne année? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà vraiment passé une bonne année? Une année sans galère, une année sans découvert, une année sans MST, une année sans voir une télé, une année sans corps aux pieds, une année sans ongles incarnés, une année sans aucun enfant bombardé, une année sans entendre des trucs racistes, une année sans entendre des trucs sexistes, une année sans entendre que quand on veut on peut, une année sans entendre que le problème c'est les banlieues. Une année sans aucune remarque sur ton cul, une année sans voir des gens dormir dans la rue, une année sans personne qui dise bien le bonjour, une année avec Philippe Poutou au deuxième tour. Est-ce qu'au lieu d'une bonne année, on pourrait plutôt se souhaiter à tous bon courage pour la suite du naufrage? Bon courage à tous, sauf à ceux qui regardent ces news, à tous, sauf à ceux qui ne se douchent pas avant une partouze. Bon courage à tous, sauf aux patrons, pas vous bien sûr, Guillaume, ni à ceux qui ne respectent pas les résultats des élections. Bon courage à tous, sauf à Christian Clavier et à ceux qui font des films avec Christian Clavier et à ceux qui vont voir des films avec Christian Clavier et bien sûr à ceux qui mettent en QWERTY leur clavier. Bon courage à tous, sauf à ceux qui mettent pas leur clignotant, à tous sauf à ceux qui disent que c'est que du bonheur les enfants, sauf à ceux qui payent par chèque au supermarché, sauf à ceux qui disent bah le RN on n'a jamais essayé. Bon courage à tous, sauf aux gens qui font caca dans ta boîte aux lettres, parce qu'après t'as plein de caca sur tes lettres. Bon courage, sauf à ceux pour qui les inconnus n'ont pas pris une ride, et sauf à ceux qui disent que c'est pas un génocide. Est-ce qu'au lieu d'une bonne année, on pourrait plutôt se souhaiter à tous bon courage pour la suite du naufrage? Guédré, merci Guédré. Guédré, tu reprends ta tournée en mars. Tu seras à Paris à la Cigale le 13 mai.
C'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est oui, une ça, bonne c'est le année, quand rock. même. Ouais. Toutes les infos sur ton site, guédré.fr. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On est toujours avec l'ami Clément Viktorovitch. On parle de mots, et qui dit mot dit livre, et qui dit livre dit Juliette Arnaud. 10 questions de Juliette Arnaud, dont la première qui est « Quel est le livre qui t'est resté de l'enfance ?» Tu m'as répondu « Une pièce de théâtre, comme par hasard. Le mariage de Figaro, écrit par Beaumarchais en 1778, pièce dont on dit qu'elle annonce la Révolution française, très clairement. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi? Est-ce que c'est parce que c'est la pièce qui, pour la première fois sans doute, raconte la parole du dominé? C'est pour toutes ces raisons-là. Déjà parce que le fait est que j'ai réfléchi à quel livre me reste réellement de l'enfance et c'est le premier qui vient. C'est-à-dire que j'ai, comme beaucoup d'écoliers et d'écolières, découvert le livre au collège, enfin la pièce, et j'y retourne encore aujourd'hui. Et en effet, elle annonce tout. Elle annonce les luttes sociales, elle annonce la révolte contre le déterminisme, contre le poids des privilèges. Le monologue de Figaro, on peut le relire aujourd'hui. Tout est déjà là. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Je rappelle que Yvon Gattaz a été président du MEDEF au même titre que son fils Pierre Gattaz. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec un peu d'argent, on peut s'acheter un fauteuil d'académicien. Coucou Bernard Arnault. Bon, je pourrais rappeler beaucoup de faits comme cela. Tout est déjà dedans. La réflexion aussi sur la liberté d'expression et notamment la liberté de blâmer. Je lui dirais que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur et qu'il n'y a que les petits hommes qui craignent les petits écrits. C'est déjà dans le mariage de Figaro. Il y a tout dans cette pièce. Et il y a aussi comment Figaro va se débrouiller pour contrer dans les faits le conte Almaviva. Il n'y a pas que des paroles, il y a aussi Absolument. Comment il le manipule, parce qu'il le manipule, sinon il ne pourra pas épouser celle qu'il veut. Ensuite, je t'ai demandé quel livre t'a donné envie de devenir adulte, et alors là, franchement, ça m'a ouverte. Tu m'as répondu, pas littéralement, bien sûr. Je pense que tu... Oui, hein, on était inquiets. Tu m'as répondu Le Prince de Machiavel. Donc c'est un traité politique qui date du début du XVIe siècle. Et en gros, c'est des conseils pour devenir chef et pour rester chef. Bien au-delà des considérations morales, d'où le terme qu'on peut employer parfois de machiavélique. Mais enfin, grand Dieu, pourquoi est-ce que ça t'a donné envie de devenir adulte? En fait, Le Prince, c'est le premier livre de philosophie que j'ai lu et par lequel j'ai compris que la philosophie pouvait aider à réfléchir à la réalité sociale immédiate et pouvait fournir des débuts de pistes de réflexion pour agir. Le Prince de Machiavel, on le présente souvent en effet comme l'art de devenir le parfait salaud et de conquérir le pouvoir avec toutes les techniques les plus sordides et cruelles qui soient. C'est en effet cela. Mais en fait, quand on lit Le Prince de Machiavel, généralement on s'arrête avant la fin et on loupe donc le dernier chapitre. Et dans le dernier chapitre, Machiavel explique pourquoi il a rédigé un tel traité. Et il nous dit que à l'époque, l'Italie, la péninsule italienne, n'est précisément ni un État ni une nation, mais c'est un morcellement de cités-États qui se font la guerre les unes contre les autres. Et ce que souhaite Machiavel, c'est que enfin un prince ait le savoir nécessaire pour unifier l'Italie, faire cesser la guerre de chacun contre tous, parce qu'il est persuadé que ce sera in fine dans l'intérêt du peuple. C'est vrai, mais ça a été prouvé. Napoléon, on était hyper peaceful quand il était là. Le projet lui-même, on peut le discuter, mais ce qui est important, c'est la morale qu'il faut en tirer, qui est que la fin justifie les moyens. C'est ce qu'on dit souvent du prince de Machiavel. Oui, à condition que la fin soit bonne. Alors ça ouvre évidemment tout un tas de réflexions. Qu'est-ce que c'est qu'une fin bonne? Est-ce que réellement tous les moyens sont justifiés? Mais en tout cas, moi, quand j'ai étudié le livre à l'université, et c'est là où je me suis rendu compte que la philosophie pouvait n'être pas que des réflexions éthérées, mais pouvait nous servir éventuellement de guide ou d'anti-guide d'action. Et je crois que ça a profondément changé mon rapport à la lecture et au travail que je faisais à l'université. C'est là où j'ai compris que j'étais pas simplement en train d'étudier des connaissances, mais que peut-être, je dis bien peut-être, sur les bancs des amphithéâtres, je pouvais trouver une matière qui allait me permettre de me guider ensuite à l'âge adulte. Ça se tient. Moi j'aurais pas fait pareil, mais ça se tient. Et ensuite je t'ai demandé quel livre te fait rire, et tu m'as répondu la trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud. Stroud, ouais. Stroud. Ah mais non, mais c'est comme il est anglais. Jonathan Stroud, ouais. Comment passer à côté? Alors il paraît que ça a été vendu à des millions d'exemplaires, traduit dans plein... Non. Oui, c'est une trilogie, forcément, t'as les trois. Alors, c'est classé en littérature jeunesse, c'est ce qu'on appelle de l'héroïque. Arrête, je te jure, arrête. Je ferme ma gueule, là. Non, mais tu l'as pas lu, Émeric. Si.
Mais pas les 3. Mais... Donc c'est un mélange d'aventure et de magie. En gros, c'est l'histoire d'un jeune apprenti magicien qui se met à C'est Harry Potter, ça. Non, mais c'est ça qui est rigolo. Parce que ça a été écrit par un Britannique sensiblement dans les mêmes années où est publié Harry Potter. C'est un livre de geek, ça. Non, je pense pas que ce soit un livre de geek, mais ça pourrait l'être. Je le prendrais pas du tout comme une insulte. Bah non. Mais c'est classé en littérature de jeunesse et c'est un livre dont le projet éditorial est assez sensiblement similaire à celui en effet d'Harry Potter, qui est complètement dans son ombre, en tout cas une trilogie qui est complètement dans l'ombre des livres Harry Potter. Et quand j'ai réfléchi à quel bouquin m'a fait rire, cette trilogie-là m'a fait rire aux éclats. Il paraît que c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, c'est ultra bien écrit. Je l'ai lu à l'âge adulte et ça m'a fait un plaisir fou. Alors bon, peut-être que c'est moi qui dois me poser des questions, c'est possible. Non. Mais en tout cas, je trouve que c'est de l'excellente littérature, c'est drôlissime et c'est dans l'ombre d'Harry Potter, alors que ça mérite, je crois, d'être lu et connu. À partir de quel âge à peu près? En fait, pas si jeune que ça, parce que malgré tout, il y a un niveau de langue, il y a un lexique qui est quand même coton. Donc, 14 ans. Ouais, 14 quoi, à la louche. Aymeric, ça t'a donné envie? Bah, j'ai déjà vu Harry Potter. Hein, donc... Ouais, bon. Je sais pas pourquoi je te pose encore des questions en fait. Bon, merci en tout cas, merci Juliette et merci Clément pour tous ces conseils, toute cette beauté, tous ces mots magnifiques. Mais la vie, c'est pas que ça. La vie, c'est pas que de la beauté, que des mots magnifiques. Il est l'heure de retrouver celui qui alterne entre le champ lexical d'un éditorialiste et le champ sémantique d'un spécialiste de la prostate. Vous l'avez reconnu, Pierre-Emmanuel Barré. Mais quelle indignité! Quelle indignité! Votre engouement, votre insensibilité, votre présence même ici ce soir sont obscènes. Je ne m'adresse pas qu'au public, je m'adresse aussi à vous autour de cette table. L'Amérique brûle, nom de Dieu! America's on fire! Les flammes de l'enfer dévorent la cité des anges. Des millions de Californiens ont perdu la vie! Enfin, 16 pour l'instant. Mais le bilan pourrait monter à des millions, c'est tout à fait possible. Et vous, au lieu d'agir pour le salut de nos frères anglo-saxons en envoyant de l'eau par la poste, ou en agitant tous ensemble les mains comme ça très très vite pour créer un gigantesque souffle qui éteindra l'incendie, vous êtes là à dire du mal de Macron. J'avais déjà vu poindre votre indécence quand vous aviez préféré parler des migrants qui se noient dans la Manche plutôt que de la mort de Maïté. Mais aujourd'hui, vous touchez le fond de la fosse à purin médiatique. Heureusement, tous nos collègues n'ont pas perdu le sens de la déontologie. Heureusement, TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, C8, W9, CNews, BFM, LCI, France Info, Europe 1, RTL, France Inter, L'Équipe, Chasse et Pêche, Cuisine TV et Gulli ont fait des incendies qui ravagent Los Angeles, l'événement principal de ces derniers jours. Heureusement, de vrais journalistes sont là pour nous émouvoir avec les ruines encore fumantes des dépendances, de la dépendance, de la résidence secondaire, de la villa secondaire, du manoir secondaire, du majordome, de l'assistant, du N-3 d'un milliardaire qui possède la compagnie d'assurance qui va le rembourser. Ça, c'est du travail d'investigation. Ça mérite un Pulitzer. Ou en tout cas, au moins un Big Mac. Alors oui, plus de 40 000 Palestiniens ont été assassinés par Israël en 2024. Oui, la guerre au Soudan a fait 150 000 morts civils depuis 2023. Oui, 18 millions de Yéménites ont besoin d'aide humanitaire. Oui, la famine touche 31 millions de personnes dans la corne de l'Afrique. Mais là, c'est l'endroit où ils ont tourné Alerte à Malibu qui crame, bordel! Les victimes, elles sont vous savez quoi. Bon, ils sont moins la peau. Bon, ils sont blancs quoi. C'est quand même vachement plus grave. C'est pas raciste, c'est même pas un avis personnel. Tout le monde connaît la loi du mort kilomètre en journalisme. C'est très simple. Plus le mort est loin, plus on s'en fout. Là, si Aymeric, qui est juste à côté de moi, meurt d'un coup, je vais être bouleversé. Je vais dire Aymeric, tu me dois 200 balles, fils de pute. Mais si c'est Guillaume, qui est tout là-bas, qui meurt, bon, c'est Juliette qui lancera les pubs, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'avec le mort kilomètre, l'équation est incomplète parce que là, Hollywood, c'est quand même à 9000 km et il y a quand même des Français qui chialent et qui mettent Pray for LA sur Instagram comme si Brad Pitt c'était leur cousin. Et ça, c'est parce qu'il y a une deuxième loi qu'on connaît moins, parce que c'est moi qui l'ai théorisée. C'est la loi du mort mélanine. Plus le mort est bronzé, plus on s'en bat les couilles.
C'est pas joli, mais c'est comme ça. On se sent plus proche d'un blanc à gros bide qui a vu tous les films de Bruce Willis que d'un gamin noir tout maigre avec des mouches dans les yeux. T'as une petite voix dans ta tête qui te dit ah, ça va, si t'as vraiment faim, mange les mouches. Alors que si le blanc à gros bide, il me dit ça va pas terrible en ce moment, j'ai des problèmes d'argent, je vais dire merde, tu veux que je te reprête 200 balles? Mais est-ce que parce qu'on ressent quelque chose, c'est forcément bien et qu'il faut le faire? Non. Hein, on répète tout le temps aux enfants, je sais que tu as envie de tirer sur ton zizi quand maman te donne le bain. Ça me faisait pareil quand mamie me lavait, c'est normal. Mais il ne faut pas, c'est pas bien. Alors je vois pas pourquoi on pourrait pas dire aux adultes, je sais que tu as envie d'ouvrir ton JT sur la maison de Patrick Bruel qui brûle plutôt que sur un Soudanais sans bras qui picore des cailloux pour survivre. C'est normal, mais il faut pas le faire. C'est pas bien. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci à vous, Guillaume. On te retrouve en podcast sur la Primova, en spectacle partout, au Bataclan. Bien sûr. Bien sûr, allez voir Pierre-Emmanuel en vrai. Clément Viktorovitch est toujours avec nous, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de te libérer, on avait encore quand même quelques petites dernières questions à te poser. Tiens, on a envie de réentendre Pierre-Emmanuel pour la première question. Pas de problème. Oui. Clément, avant de devenir comédien, tu as donné des cours à l'ESSEC Business School, l'ENA et Sciences Po. Est-ce que tu te rends compte que tu as bien failli devenir un gros enculé? C'est une vraie question. C'est pas passé loin. J'ai aussi donné des cours de rhétorique à Montreuil, encadré le concours d'éloquence des jeunes lycéens et lycéennes de Montreuil. C'est un scandale. Mais Non, c'est trop tard. Non, mais en effet. Non. Juliette, une question. C'est bon, c'était que ça. C'est bon, c'était que ça. C'est bon. On va se faire de ta gueule pendant 5 minutes. Clément, tu es né en 1984, c'est-à-dire que c'est la même année de naissance que Pierre-Emmanuel Barré, que J.D. Vance, le vice-président de Trump, et que Kim Jong-un. Lequel, selon toi, a le mieux réussi? Oh la vache, dur. Bon, pas tant. Kim Jong-un, il est plutôt tranquille. On peut dire qu'il a bien réussi, mais je pense pas que ce soit pour notre bonheur à toutes et à tous. Bon, mais on va quand même le répondre le coréen. Parfait. Émeric, une question. Oui, que penses-tu des implants capillaires? Je vois pas le rapport. Clément, en termes de sémantique, est-ce que Bruno Retailleau est plutôt un être dénué de scrupules à tendance réactionnaire de tradition napoléo-vichiste ou un gros débile facho? On ne souffle pas dans le public. Moi, je dis un crypto-fasciste, c'est un peu entre les deux. Ah, c'est pas mal, crypto-fasciste. On note Juliette. Sur l'échelle de la rhétorique qui va de 0 à 10, 10 c'est le top, Guillaume, il est à combien? Il est à 10 millions. C'est à la fois un compliment et à la fois peut-être pas. Alors on peut aussi parler bien sûr de la rhétorique de la flatterie et de tout ce qu'elle permet de ramasser dans les relations sociales. Et tu es également à 10 millions. Clément, tu préfères discuter rhétorique avec Cyril Hanouna ou faire un Shifumi avec Philippe Croison? Waouh, Joker. Pas évident. Et Émeric, elle a une dernière question, Émeric. Ouais, elle est pas ouf. T'as écrit un livre qui s'intitule L'art de ne pas dire. Quel est le meilleur support artistique pour dire ce qu'on pense? Le cinéma, la télé, le théâtre ou les livres? Vraie question. Tu sais, quand je dis un truc sérieux, c'est oui. Les gens s'en vont. Mais pourquoi il a pas roté à la fin? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Eh ben. Merci. Voilà, très bien. Non, pardon. Non, mais c'était pas du tout une évidence d'aller au théâtre, de coécrire cette pièce, parce que je l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec Ferdinand Barbet, qui est metteur en scène, auteur de théâtre. Mais en l'occurrence, je découvre cet art depuis un peu plus d'1 an et demi, et j'y prends un plaisir, et plus qu'un plaisir, une jubilation incroyable. C'est-à-dire qu'avoir la chance de venir dire un texte qui nous tient à cœur, porter des phrases que j'avais en moi depuis très longtemps, que j'avais besoin de dire, et pouvoir le faire pas seulement dans un livre, parce que même si le texte a été édité, mais le faire face à des individus vibrants qui sont là, et puis qui incarnent aussi cet idéal que, non pas que l'on a perdu, mais qui se fait rare, c'est-à-dire se rassembler comme ici, comme maintenant, à plusieurs centaines dans une même salle, un même lieu, un même moment, tous tendus dans une même réflexion. C'est devenu rare et c'est magnifique, et donc pour moi c'est une chance inouïe de pouvoir le faire en ce moment. Donc c'est le théâtre. Le théâtre. Merci Clément Viktorovitch d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Allez voir Clément en chair et en os, l'art de ne pas dire, au théâtre partout en France. Allez voir, vous allez trouver des renseignements sur le site internet. Merci aussi à Marie Trébert, Guédré, Thomas VDB d'avoir été avec nous. Merci à l'invité de notre invité, Clou. Merci à vous, cher public, d'être toujours aussi fidèles. Merci à l'équipe technique
de l'Européen. Merci à Céleste qui a réalisé l'émission. Aujourd'hui, Paul à la technique depuis les studios de Nova. Merci à Malo qui était là et qui nous revient vite avec des yeux tout neufs. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova. Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Merci aux équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale, Mano, Loris pour la prod, notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Et vivement la dernière.